Lagozy fait son cinéma. Bonjour et bienvenue dans Lagozy fait son cinéma. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'un des acteurs incontournables du petit écran. Depuis 2017, il est un des piliers des séries Made in Africa. Discret par nature, mais omniprésent à travers ses séries en tant que réalisateur et ou producteur. Vous avez sûrement été captivé par l'une de ses créations. Acteur, réalisateur, producteur, c'est un véritable virtuose de l'écran. Pendant 1 heure, on va essayer de dérouler l'histoire de sa vie et aussi plonger, même s'il n'aime pas, dans sa vie personnelle. En tout cas, je vais m'évertuer à les faire. J'espère que vous allez kiffer cet instant. En tout cas, moi, j'ai hâte. Et vraiment, je voulais te dire merci, Alex, d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation. Et c'était tout naturel que j'accepte, sachant d'où tu viens, comment tu as commencé. Et quelque part, on a un peu commencé en même temps. Il y a quelques années en Côte d'Ivoire. Donc, je suis content qu'on se retrouve là. Bah c'est vrai. En fait, je me suis rendu compte en préparant l'interview que, comme tu dis, au moment où tu arrives à Abidjan, je te rencontre. Mais finalement, je ne connais pas tant que ça, Alex. Et en fait, c'est dur de te connaître. On connaît ta carrière, on connaît le réalisateur que tu es devenu, en tout cas depuis Top Radio jusqu'à aujourd'hui. On connaît l'acteur. Grâce à moi, je t'ai découvert dans Il va pleuvoir sur Conakry. Mais en fait, quand on va chercher, on voit le gars du théâtre. Mais avant, tu viens de quelque part. Tu viens d'où, en fait? Tu viens d'Abidjan, tu viens de Paris. En fait, tu viens d'où? Ben écoute, je viens de, allez, on va dire, de Grands Atries à la naissance, Grands Atries, sous-préfecture de Soubray. Je suis né à Gadago. Donc, Ah, tu es né en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai cru que tu étais né à Paris, moi. Je suis né à Gadago, vers Soubray, là-bas. Et ensuite, très rapidement, vécu à Abidjan, à Koumassi, en famille, avec ma mère, mon grand-père, ma grand-mère. Et assez rapidement, à l'âge de 5 ans, je suis parti à Marseille avec ma mère pour vivre avec mon père, que je ne connaissais pas à la naissance. Okay. Et donc, voilà. Donc, j'ai grandi, j'ai fait toutes mes études scolaires à Marseille. Mm-hmm. Et quand j'ai eu mon bac à l'âge de 17 ans, j'ai eu la chance qu'en même temps, j'ai été repéré pour un casting pour un long métrage d'un réalisateur français assez connu, Robert Guédiguian. Et voilà, on m'a repéré, j'ai passé une audition alors que je ne voulais pas le faire, parce que je ne me suis jamais imaginé acteur. Et apparemment, on va dire, je l'aurais plu et ça a démarré comme ça. Donc, 17 ans, on te repère alors que tu ne veux pas être acteur. Oui. Mais pourquoi tu acceptes? Alors, en fait, je ne veux pas être acteur, mais je suis dans un établissement scolaire pluridisciplinaire. Okay. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des sportifs, donc il y a une section sport-études, et à la fois aussi des sections artistiques. Mm-hmm. Il y avait théâtre, donc pour tous ceux qui veulent être comédiens, acteurs, et il y avait une section audiovisuelle à laquelle je faisais partie, en fait. Audiovisuel, c'est-à-dire qu'on apprenait à décortiquer des films, c'était plus le regard de réalisation que de jeu, quoi. Voilà, donc en fait, la vraie histoire, c'est que j'accompagne une amie à un casting, amie d'école, quoi, du lycée. Je l'accompagne à un casting et c'est là où... Tu es devenue actrice aussi, l'amie, finalement? Non, je l'ai perdue de vue, mais je crois que non, je pense qu'elle a arrêté. Et en fait, c'est à son audition qu'on allait, en fait. Ok, d'accord. Et elle ne savait pas que la directrice de casting cherchait un jeune homme noir pour constituer un couple mixte pour le film. Donc, à un moment, je pensais que c'était un traquenard. Je pensais qu'elle m'avait piégé. Mais en fait, non, réellement, elle ne savait pas du tout. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Mais pour répondre à ta question, elle a vraiment beaucoup insisté pour que je passe l'audition. Là, je l'ai raconté rapidement, mais j'ai été un peu coincé pendant une dizaine de minutes à me demander de passer, d'apprendre le texte, de dire, bon, voilà, j'ai joué le jeu la première fois parce que j'étais sur place. Et je me rappelle la phrase que j'ai dite à un casting en partant. Je dis, bon, vous avez perdu votre temps, moi aussi. Voilà, adieu. Et en fait, elle m'a rappelé quelques jours après. Et ça a été un process qui a duré 2 mois où tous les samedis, j'allais approfondir l'audition, quoi. Ok, d'accord. Mais là, tu continuais les cours ou bien à ce moment-là, tu t'es dit, en fait, j'ai une carrière qui semble se tracer, donc c'est bon, l'école... Non, en fait, j'ai vraiment pris ça... Enfin, je veux dire, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, je veux dire, il ne faut pas... Enfin, je ne pense pas qu'il faille chambouler sa vie lorsqu'il y a un événement qui se produit, même s'il est heureux. Ce qu'il faut savoir, c'est que
le casting s'est passé pendant que j'étais encore en cours, pendant l'année scolaire. Mais le tournage s'est passé au moment juste après on va dire juste après la période du bac, tout ça. Ok, Voilà. d'accord. C'est-à-dire que j'avais passé mon bac et je me rappelle que mon premier jour de tournage, c'était les jours des résultats du bac. Donc, Ok. j'ai pas pu y aller. Et Et tu l'as eu ou pas finalement ce bac? je l'ai eu. Félicitations. Non, non, en fait, je raconte comme ça parce que ils ont voulu me faire marcher ce jour-là, Ok. parce qu'il y a quelqu'un de la prod qui est allé voir mes parents pour se renseigner. Et quand il revient sur le plateau, pendant que je suis en train de tourner, il me dit, mais putain, mais Alex, qu'est-ce que t'as foutu, quoi? Qu'est-ce que t'as foutu? C'est pas possible. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. J'ai dit encore, parce que je l'avais raté à l'âge de 16 ans. Mais bon, j'étais un peu en avance, Ouais. donc on était un peu indulgents. Et voilà, il m'a fait marcher, mais je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Ah, tu étais un surdoué. Tu l'as testé en fait à 16 ans. C'était en quoi? Candidat libre? Non, non, Normal? oui, oui, Ok, en fait, d'accord, tu as. oui, en fait, j'ai redoublé parce que j'ai pas eu mon bac à 16 ans. Je l'ai Ok. passé à 16 ans, j'étais en terminale, mais D'accord. j'ai redoublé, donc ça a 17 ans que j'ai eu, quoi. Donc là, tu commences ta carrière d'acteur, mais d'abord, comment les parents ils ont réagi? Parce qu'on connaît les parents, ça reste des parents africains, même s'ils sont en France. Ouais. Quand on dit on veut être acteur, déjà, quand on va dire, qui annonce à tes parents que tu dois tourner dans. Alors, bon, déjà, comme je te disais, hein, le processus de casting a duré, quelques mois quand même pendant l'année scolaire. Et je crois que, de mémoire, assez rapidement, la directrice de casting est rentrée en contact avec mon père. Et donc voilà, donc il était au courant qu'il y avait ce truc-là. Et en plus, il connaissait le nom du réalisateur, quoi. Ok, Robert d'accord. Guédiguian, c'est une sommité à Marseille et en France, il est assez connu. Et donc voilà, en fait, il n'y a vraiment pas eu de problème en fait Ok. du côté de la famille. Mais une fois de plus, on parlait juste entre guillemets d'un épiphénomène, tourner un film, c'est pas faire Ouais. une carrière. D'accord. Mais après, mon père savait très bien que j'étais intéressé par le cinéma, puisque je faisais atelier audiovisuel dans mon établissement. Et moi, après ce tournage-là, après ce film, ça n'a rien changé au projet que j'avais en tête. Il faut savoir que, en tout cas à l'époque, quand tu voulais faire cinéma en termes d'études, c'est soit tu allais à l'université. Et à l'époque, à Marseille, il n'y avait pas de section cinéma à l'université. Ouais. La section était à Montpellier. Ok. Donc, c'est soit j'allais à Montpellier et faire la fac parce que je n'avais pas les moyens de payer une école de cinéma. Donc, c'est cette option que j'ai choisie. Et ce n'est pas parce que j'ai tourné un film professionnellement et que j'ai gagné de l'argent professionnellement que j'allais changer mes plans. Donc, j'ai quand même continué le cursus. Je suis parti à Montpellier où j'ai fait la fac de cinéma. Et je t'avoue que j'ai arrêté au bout de 4 mois parce que j'avais vraiment l'impression que c'était une redite de beaucoup de choses que j'avais appris déjà, en fait. Je sais de quoi tu parles. Mais le projet de base, c'était quoi? Non, le projet de base, c'était je voulais être réalisateur. Ok. Voilà, Donc, en fait, le cinéma, c'était. Oui, le cinéma, ça a été en moi depuis très longtemps. Depuis très longtemps, j'arrive pas à me rappeler quand exactement, mais ce qui est sûr, c'est l'adolescence, parce que je sais que j'ai commencé les ateliers cinéma en seconde. Donc, comme j'ai passé mon premier bac à 16 ans, donc je devais avoir peut-être 13 ans, 13-14 ans. Et voilà, enfin, je sais que j'ai été très influencé par les films d'Hitchcock. Ouais. J'avais vraiment une fascination pour les films d'Hitchcock. Je pense que la porte d'entrée, c'était plutôt les films de Spielberg, E.T., Oui, bien sûr. des choses accessibles à un jeune de mon âge. Et voilà, je crois que c'est cette passion-là de savoir comment on fait ça, comment on raconte ces histoires, c'est ça qui m'a pris et j'ai voulu apprendre, quoi. Voilà. Et jusque-là. Ouais. Et du coup, tu fais le premier film, il sort. Le long métrage dans Le lequel long je joue? métrage, Oui, bien il sûr. sort. Il sort, il s'appelle. Le titre, c'est À la place du cœur. Pardon. Oui. À la place du cœur. Il est sorti, je pense qu'il a dû sortir en 98 ou 99. Je sais C'est plus. ça, je crois. Et quand il sort, c'est quoi les retours? Est-ce que c'est à ce moment-là, d'abord, c'est quoi les retours? Et toi-même, quand tu te vois à l'écran, tu te dis quoi à ce moment-là? Donc, la première fois que tu te vois à l'écran, tu te dis quoi? Alors, la première fois que je me vois à l'écran, évidemment, c'est une horreur parce que, il faut savoir que moi, à cette époque, en fait, c'était vraiment un enchaînement de challenges de faire l'acteur. Parce que pour moi, quelque chose que tu fais une première fois n'est pas ce qui te définit. C'est une expérience. Il faut redire sa voix pour qu'on puisse tourner ça sur les réseaux. Quelqu'un qui fait. Ce que tu fais une Une première fois ou une seule fois ne te définit pas. Ça s'appelle Ok. une expérience. Ça s'appelle pas un métier en tant que tel. Ok. Donc voilà, pour moi, c'était
c'était une expérience de ça, mais à cette époque-là, j'étais extrêmement timide. Voilà. C'est-à-dire que, quelque part, faire, ne serait-ce que passer devant la caméra pour faire l'audition, c'était un challenge extraordinaire pour moi. Non, non, j'étais d'une timidité vraiment que je qualifierais de maladive, au point où genre, j'allais pas à la plage, par exemple, alors que j'habitais au bord de la mer à Marseille, mais j'allais pas à la plage parce que j'osais pas me mettre en caleçon, etc. Ok. Je n'osais pas être torse nu, enfin, c'était terrible. Et j'ai toujours appelé cette première expérience d'acteur comme un peu comme un dépucelage. Parce que réellement, enfin, voilà, réellement, ça m'a demandé beaucoup Beaucoup d'efforts d'efforts. pour transgresser voilà, certaines réserves que j'ai naturellement. Et voilà. Et du coup, les gens ont dit quoi? Là, c'est sur Les quoi retours qu'il y a, ouais, les les retours qu'il y retours? a. Ben écoute, franchement, enfin, je veux dire, bon, je pense que les gens étaient assez contents de ma prestation Mhm, parce que j'ai été dans la sélection, les présélectionnés l'année qui a suivi pour les Césars. mhm. Et ça m'a permis d'ailleurs de connaître toute une génération d'acteurs là qui aujourd'hui sont des noms, hein, on va dire des Marion Cotillard, Ouais. euh, à l'époque Sophie Guillemin, Jamel, qui était déjà un peu plus âgé que nous, mais en tout cas, j'avais connu à ce moment-là, enfin plein de comédiens voilà, qui aujourd'hui sont installés. Et je me rappelle, on avait fait une séance photo justement pour les Mhm. Césars où on s'est tous rencontrés. Et en tout cas, ce film m'a permis d'obtenir un prix d'interprétation, un festival qui s'appelle, je ne sais pas s'il existe toujours, hein, qui s'appelle le Festival du jeune comédien de Béziers. Alors, pour la petite histoire, je fais une petite parenthèse là-dessus. Je me rappelle, j'étais chez moi et je reçois un appel de l'attaché de presse de ce festival, quoi, Mhm. donc qui me dit, ouais, je suis sélectionné, qu'ils aimeraient que je vienne, tout ça. Je dis, ah bon, moi je connais pas, non, non, je vous reviens. Ok. Je contacte l'attaché de presse du film, en lui expliquant, je dis, je sais pas ce que c'est ce festival. Bon, franchement, moi, je suis pas du genre à aller me montrer à la base, hein, comme j'expliquais. Et elle m'a dit, ah non, mais non, vas-y, c'est un super festival. En fait, elle me disait, mais plein de comédiens confirmés Ils sont aujourd'hui passés par là. sont passés par là, ont eu leur premier prix là-bas. Et donc j'y vais et donc voilà, j'ai eu un prix avec Audrey Tautou à Mhm. l'époque pour le film Vénus Beauté qu'il avait fait connaître Ok. et plus d'autres acteurs. Voilà, donc ça a été plutôt bien reçu voilà, par la presse, enfin, dans le milieu. Euh, puis voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais déjà que tu veux être acteur? Parce que là, tu as gagné des prix, tu es allé au César, tu gagnes le prix du... Est-ce que là, tu te dis, bon, peut-être que c'est moi qui ai négligé l'affaire, c'est bon, Non, je peux être non, acteur. c'est pas comme ça se passe. Enfin, dans ma tête. Dans ma tête, c'est pas comme ça se passe. Je répète, j'ai fait une expérience. Mhm. Oh, aimé, j'ai gagné Les des gens ont prix. aimé, tout Jusque-là, ça, c'est encore une nanana. expérience, hein, pour toi. Oui, oui, Ok, jusque-là, d'accord. c'est encore une expérience. Je veux dire, même si j'ai pris goût à jouer, Mhm. tant qu'il n'y a pas d'autres films, ça reste une expérience. Ok. Voilà. Donc, bon, j'ai eu la chance que le même réalisateur me Mhm. reconduise 2 ans plus tard. voilà, pour son film d'après, La ville est tranquille. Pardon. Enfin, c'est un film qui est très sombre, quoi, très sombre, très dark. Quand Et la vie est tranquille. la ville est tranquille. Et en fait, c'est à partir de ce film-là et que surtout, en fait, c'est surtout les propositions que j'ai commencé à recevoir Ok. où je me suis dit, bon, ok, tu passes de plus en plus de casting, tu es demandé, bon, tu arrives à tourner, Mhm. je veux dire, sur les 3 dernières années à l'époque, tu es arrivé à gagner un peu ta vie avec. Parce qu'il faut savoir que, comme je disais, ce n'est pas parce que j'avais eu cette expérience que j'ai arrêté mes études. C'est-à-dire que Ah, mais tu as dit que tu as arrêté au bout de 4 mois, non? Ou tu as j'ai repris arrêté le cinéma, le les cinéma, études ok. de cinéma à Ok. Montpellier au bout de 4 mois. Euh, Mais tu as au- repris d'autres études à côté? voilà, Ok. à la fin de l'année universitaire, parce qu'à côté de ça, je travaillais quand même dans un cinéma pour gagner un Mhm. peu d'argent de poche. À la fin de l'année universitaire, je suis monté vivre à Paris. Voilà, c'est là où, on va dire, je suis devenu grand. Parce que Là, en tu avais quel France, hein, âge? j'avais 18 ans. Ok. J'avais 18 ans quand je monte à Paris. Et donc, voilà, il se passe toutes ces choses-là que je vais raconter. Et, mais quand je monte à Paris, je m'inscris quand même à la fac, quoi, parce que Mhm. je me dis quand même, il faut avoir un diplôme, whatever, il faut quand même Ouais, on avoir ne un sait diplôme. jamais. Voilà.
Et en fait, il y avait deux matières qui m'intéressaient particulièrement. C'était la sociologie et l'anthropologie. Ok. Voilà, donc, j'ai fait un cursus DUG, 2 années universitaires de sociologie et anthropologie à l'université Paris 8 de Saint-Denis. Et donc, voilà, parallèlement où je passais des castings, où j'ai tourné dans l'autre film avec Eddie Guian, où j'avais des propositions, je continuais quand même, bon an, mal an, à aller à la fac Ok. jusqu'à D'accord. obtenir le DUG. Mais une fois que honnêtement, ça devenait compliqué De faire les deux. de faire les deux, que je me suis dit, bon, à un moment donné, attends, tu avais envie de faire du cinéma, Mhm. tu avais envie d'être réalisateur, tu n'es pas encore réalisateur, tu es acteur, mais au moins tu as un pied dans le cinéma Ok. et apparemment tu évolues. Donc, bon, ok, l'objectif d'avoir un diplôme basique, tu l'as, donc c'est bon, on arrête, on y va, et on se jette dedans vraiment concrètement, professionnellement. Voilà, Ok. c'est vraiment à partir de là, je me dis, ok, je, Là, c'est quoi, après le second film? Ou- euh, ouais, c'est après le second film. Ok, Donc, le d'accord. second film, on l'a tourné en En- 99. Ouais, il est sorti en 2000. Voilà, on l'a tourné en 99. Donc, c'est ça. Je sais que j'arrête. Ouais, je termine mon cursus en 2000. Voilà, je termine les 2 années de DUG là, en 2000. Et là, voilà, je me dis, ben, c'est bon, je me lance pleinement comme un professionnel dans les métiers. Je ne vais pas dire le métier Ouais, parce parce que que, tu fais plein de choses en même temps, oui, toi. parce que ma passion du cinéma n'est pas née, comme tu as compris, n'est pas née Mhm. avec l'actorat. C'est né avec Ouais. comment on fait un film. Ouais. Donc, parallèlement, quand je pouvais jouer dans des séries ou à la télé ou au cinéma, parallèlement, Ouais. j'apprenais d'autres métiers du cinéma. J'ai fait une formation en production, Mhm. j'ai fait du montage, j'ai fait du cadrage, j'ai travaillé comme pigiste JRI pour, à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, j'ai oublié le nom. C'était une chaîne, enfin, une chaîne Eurosport, voilà. Eurosport? Pour Ah Eurosport. oui. Et je me rappelle, enfin, je pourrais jamais oublier cette expérience parce que pour moi qui étais jeune JRI, comme ça, pigiste, pour gagner 2 francs 6 sous, euh, ils m'ont envoyé, c'était en 2004, ils m'ont envoyé en Allemagne pour couvrir la préparation de l'équipe de basket Ok. américaine. C'était pour les Jeux. C'était quoi? Ouais, c'était les Jeux Olympiques en 2004 en Grèce, Mhm. à Athènes, voilà, c'est ça. Et donc, l'équipe de basket qui était à l'époque menée par Tim Duncan, ils avaient pris base en Allemagne et donc il y avait une équipe, plusieurs équipes de journalistes, etc., quoi, qui ont été envoyés là-bas. Et voilà, je me rappelle avoir fait une interview comme on est en train de faire là, Ouais. avec Tim Duncan, avec des grands noms comme ça, quoi, Ok. où j'étais au cadre, j'étais JRI, quoi. Tu Ouais. connais ça, Ouais. tu t'occupes de l'image, du son en même temps, quoi. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait plein de choses comme ça. Après, ça a été aussi des choses de manière un peu professionnelle, comme des documentaires où j'étais cadreur. Le Mhm. premier, c'était Des vies en réparation. On a Mhm. tourné en 2004 au Sénégal. C'était sur le drame du Joola. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'était en 2002, je crois. Il y a un bateau, un bateau en Casamance qui relie, je crois, le Sénégal, enfin, une partie de Dakar à Ziguinchor. Et il y a eu un drame terrible. Le bateau a coulé. Il y a eu plus de 2000 morts, etc. Ouais. Et une jeune réalisatrice sénégalaise a voulu faire un documentaire dessus. Ok, Donc, je l'ai accompagnée là-dessus. comme cadreur? Comme, Ok, comme les trucs à technique. cadre. Ouais. Ok, Voilà, d'accord. c'est-à-dire qu'on était juste trois. Il y avait elle, une autre amie qui s'occupait de la logistique, et Ok. moi, vraiment, tout le film, quoi, l'image, le son, tout ça. Et Donc, après, le montage quand on est rentré à Paris, quoi. après ça, tu as fait quand même la scène. Tu as fait aussi du Oui, théâtre. j'ai fait du théâtre aussi. Tu as fait du théâtre. Et après, bah, il va pleuvoir sur Conakry, qui est, Ouais, qu'on veuille ou pas, qui est The Film. En tout cas, moi, je t'ai connu par ça et je ouais. suppose beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux dire que c'est ce film qui t'ouvre à l'Afrique? Parce que là, pour l'instant, tous les projets dont tu C'est en parles, France, ouais. c'est français. Mm. Est-ce que tu es d'accord quand les gens disent que Ouais, c'est ce ouais. qui Non, non, t'ouvre c'est vrai. De toute façon, moi-même, moi-même, je dis, j'ai pas de problème à dire. Il va pleuvoir sur Conakry, c'est mon premier film africain. Mhm. C'est mon premier film africain, ma première expérience africaine. Si je mets de côté le documentaire dont je viens de parler, où Mhm. j'étais technicien. Oui, oui, non, c'est clair que. Mais il y a une histoire particulière même Il va pleuvoir oui, sur oui, Conakry? oui, c'est-à-dire que normalement, je ne devais pas faire le film.
Ok. Voilà, non, moi, je ne devais pas faire le C'est pas film. toi qui étais. Voilà. Oh, ok. C'est-à-dire que... Bon, Alex dit qu'il veut pas manger, donc moi je. Oui. Non, moi, Donc c'était pas toi qui étais casté au départ. non, c'est-à-dire, bon, j'ai passé l'audition. Mhm. C'était une amie qui s'occupait du casting qui me dit ah, écoute, il y a un film, vraiment, enfin, je suis sûr le rôle est pour toi. Enfin, quand je lis le scénar, c'est toi, je pense à toi. Je fais, OK. Et je passe le casting et finalement, le réalisateur, il hésitait entre deux personnes, une autre personne et moi-même. Bon, je ne vais pas citer l'autre qui est un collègue, hein, on en a parlé après. Finalement, il choisit l'autre. Ok. Finalement, il choisit l'autre et je sais que c'est la seule fois d'ailleurs hein, dans ma vie jusqu'à présent. C'est la seule fois où j'étais persuadé, Que tu avais le rôle. non, que j'étais persuadé que le rôle était pour moi. Parce Ok. que j'avais lu le scénar, j'avais lu le scénario et que, en tout cas, la description du personnage, C'était toi. c'est des choses que je défends en tout cas. Voilà. Ok. C'est des choses que je défends profondément dans la manière dont le personnage était présenté. Et donc, c'est vrai que voilà, j'étais assez déçu de ne pas avoir le rôle et j'ai écrit un mail à mon ami, la directrice de casting, en lui disant que franchement, bon, en tout cas, j'espère que le réalisateur, il a trouvé, en tout cas, il a choisi vraiment la personne qui correspond parce que je sais que ce truc-là, ce rôle-là, ce personnage, j'aurais pu l'écrire en toute modestie. Quand j'ai l'écrire, c'est que c'est profond. Voilà, profondément, je suis d'accord avec le scénariste, avec le réalisateur, ce qu'il a écrit, ce qu'il défend dedans. Je suis profondément d'accord avec ça. Et écoute, la vie a fait que, je sais pas, peut-être une semaine après, quelques jours après, on me rappelle pour me dire que le réalisateur, finalement, il va le faire avec moi. Il a changé d'avis. J'ai dit, ah bon. Tu crois que c'est le mail qui a fait ça ou tu penses qu'il y a eu d'autres choses? Non, je sais, après coup, hein, je sais qu'il y a eu d'autres choses. Ok, d'accord. Je sais qu'il y a eu d'autres choses et je sais aussi que le mail aussi y a joué, quoi. Voilà. Je sais aussi que Alors, je vais juste si je devais juste résumer, te donner une image de qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du réalisateur, parce que c'était son premier long métrage aussi, le réalisateur. Ok. Donc, il n'avait pas beaucoup d'expérience non plus. Si je devais résumer ce qu'il m'a dit, il me dit euh, l'autre, physiquement, avait des dreadlocks. Donc, pour moi, il représente naturellement quelqu'un de rebelle. Mm. Or, une fois qu'on a eu à discuter sur le rôle et qu'il m'a fait comprendre qu'il y a des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord, il y a des choses qu'il ne pourra pas dire en tant que personnage pour X raisons, principalement à cause de sa religion et d'autres choses. Il s'est rendu compte que Non, être c'était rebelle pas- n'est pas que de la façade, en C'est fait. vrai. Voilà. Donc, c'est juste pour résumer le twist qui s'est passé. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé ça de te dire c'est telle personne qui est l'acteur pour mon film? Bon, là, j'ai sauté, hein. On va retourner l'acteur et puis vous discutez, tu discutes avec la personne que tu voyais et tu te rends compte qu'en fait, non, finalement. Ou tu te dis c'est juste un acteur, il va porter son rôle, peu importe. Non, dans ce sens-là, honnêtement, je n'ai pas souvenir de ça. Dans Ok. le sens où je pense que c'est quelqu'un et finalement je suis déçu. Ok. Non, Ok. dans ce sens, non. Dans l'autre sens, oui. D'être agréablement surpris, oui. Mais pas d'être déçu quand je suis persuadé que quelqu'un correspond, quoi. Donc, on finit, il va pleuvoir sur Conakry qui fait tous les succès que ça doit faire, ça tourne en Afrique. Est-ce que c'est là que tu reviens depuis que tu es parti à tes 5 ans ou bien tu étais déjà revenu? Non, j'étais déjà revenu. Ok. J'étais déjà Donc revenu. là, tu reviens avec un statut de star, si tu veux. Est-ce que c'est à ce moment tu te dis, à un moment, je veux rentrer ou tu as toujours su que tu allais re-rentrer? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout, parce que le film, on le fait en décembre, janvier, fin 2005-2006. Le film, il sort pour sa première sortie, c'était au FESPACO 2007, et c'est un raz-de-marée, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'était vraiment le film événement. On a gagné le prix du public là-bas. Ensuite, le film est parti à New York, en festival, où je suis parti là-bas aussi. Enfin, bon. Et non, enfin, moi, avec la vie de ce film, je me dis, bon, ça me reconnecte un peu à l'Afrique, mais bon, j'étais déjà allé pour d'autres raisons, aussi professionnelles d'ailleurs. Mais l'envie de me dire, je reviens en Côte d'Ivoire ou je reviens en Afrique tout court, m'installer, elle est venue après. C'est venu après. C'est-à-dire que je crois que c'est à partir de 2010. Pourquoi? C'est ça. À partir de 2010, en fait, il y a des productions qui font appel à moi comme directeur de production sur des projets en Afrique. Voilà. Mais comment ils te connaissent comme directeur de production? Là, j'entends qu'on puisse te connaître comme technicien derrière la caméra, comme acteur.
Mais directeur de Alors, production. ouais, directeur de production parce que j'ai fait une formation de directeur de production D'accord, dans, ok. dans un centre assez connu Mhm. en Europe. J'ai fait une formation de ça pendant 6 mois et je travaillais avec. Enfin, j'avais une mentor, Annabelle Thomas, à qui je Ok. rends vraiment hommage, que j'ai connue sur Il va pleuvoir sur Conakry parce Ok. qu'elle était la directrice de production. Et voilà, on a eu des rapports très proches, enfin vraiment grande sœur, petit frère, et elle m'a vraiment formé à la production. Ok. Et c'était elle qui a eu la brillante idée, je dis ça comme ça, hein, c'était elle qui a eu la brillante idée de me proposer, notamment je crois que c'était sur le documentaire Black Diamond, Mhm. voilà, où j'étais à la fois assistant réalisateur, seconde caméra Ouais. et directeur de production volant, puisque voilà, elle était directrice de production sur place à Paris Mhm. qui chapeautait le projet globalement, on va dire. Et moi, je chapeautais le projet sur tous les tournages en déplacement, tout ça. Donc, c'était vraiment son inspiration à Ok, elle. d'accord. Je lui ai demandé, mais tu es sûr que je pourrais faire ça? Elle me dit, mais je suis sûr, mais oui. Donc, voilà, je commence comme ça grâce à Annabelle Ok, donc en 2010, tu es en contacté 2010, par voilà. plusieurs Euh, boîtes. enfin, par une boîte notamment. Donc, on va faire Black Diamond. Et Black Diamond, c'est un documentaire qui est une enquête pardon, dans les milieux Ok. du foot business, avec, on va dire, qui tourne sur les trafics des enfants Ok. en Afrique, dans le monde du foot business. Et c'est un documentaire qui nous a amené à tourner en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Afrique du Sud, en Tunisie, au Qatar, etc. Et donc, ça m'a amené à passer beaucoup de temps en Afrique, Ok. fatalement. Ok. Voilà. Donc, c'est là où ça commence, où je commence à passer de 4 mois, 5 mois, 6 mois en Afrique. Ensuite, assez rapidement, je suis proposé sur le film Soleil de Dany Kouyaté et Mhm. Olivier Delahaye comme directeur de production, qu'on va tourner au Burkina Faso. Donc, Tu avais déjà été directeur de production? non, Ah, sur le documentaire. oui, c'est là que tu étais directeur de Voilà, production c'est d'abord. ça. Donc, c'était la première fiction sur laquelle on te proposait de directeur de Exactement, production. tout à Ok. fait. Et donc, je me retrouve dessus, j'accompagne le film. Ensuite, et la même année, Mhm. j'enchaîne aussi avec Cédric Ido, qui tourne Touaga? Touaga, son deuxième court-métrage à l'époque. Et pareil au Burkina. Donc, ça fait que, il me semble, je crois, je sais plus, c'est 2011-2012. Donc, en gros, je passe presque une année entière au Burkina, Au quoi, sur ces Burkina. deux projets-là. Et c'est là où, autour de ça, je me dis, bon, ça fait 2 ans et demi là que Que je fais des voilà, allers-retours. on m'envoie là-bas. Bon, je crois que peut-être que je peux réfléchir à m'y installer. Et je Est-ce que c'est t'avoue parce que que, pardon, est-ce que c'est parce qu'à ce moment tu te dis tu as fait le tour en France ou tu te dis il n'y a pas de place ou bien c'est parce que tu es confronté à ce à quoi sont confrontés presque tous les acteurs noirs ou ouais, mais tu tu vois, décides de partir parce que voilà, tu te dis non, mais tu vois, dans ce que je t'ai raconté là, tu vois, j'ai pu parler d'acteur. En fait, oui, pour moi, tout se mélange, tout s'est ok, mélangé d'accord, en tout s'est fait. mélangé très Tout, vite. tout s'est mélangé. Ok. Je veux dire, d'un projet à l'autre, je suis acteur, d'un projet à l'autre, je suis à la prod, etc., etc. Et j'aimais ça en fait, j'aimais cette Tu polyvalence-là. aimais plus être derrière. Aujourd'hui, si on te demande si tu aimes plus être derrière, devant, tu dirais quoi? Les deux. Les deux. Ouais. Tu pourrais pas choisir? Non, Ok. non, j'aime les deux. Mais je veux dire, à l'évidence, à l'évidence, quand on regarde mes 8 dernières années, à l'évidence, je suis plutôt derrière. Ouais. Donc, et ça me va très bien, Ok. franchement. Non, non, j'ai pas de. Vraiment, enfin, c'est pour ça que c'est important le côté à l'origine. Je suis un passionné de cinéma, Ok. l'objet cinéma. Donc, que ce soit acteur, que ce soit monteur, réalisateur, etc., contribuer à la fabrication d'un film, c'est ça ma passion. Donc, demain, si on m'appelle pour un rôle, si ça me plaît, je vais le faire. Ça me plaît pas, je le ferai pas parce que j'ai pas, je me suis jamais mis dans une position par rapport à l'actorat d'intense demande. Mm, mm, mm. Voilà, ou bien que ce soit vital pour moi parce qu'il y a autre chose à côté. Avant d'arriver en Côte d'Ivoire, pourquoi tu rentres? Tu as cité quelques projets enfin, en tant qu'acteur. Donc en 98, on a dit à la place du cœur. En 2000, la ville est tranquille. 2006, il va pleuvoir sur Conakry. 2007, Paris à tout prix. 2014, Oh, Mobayassa. bah, il y a ça. Ensuite, 2017, il y a eu Bienvenue au Gondwana. Donc dans les courts-métrages en 98, il y a eu La proie de Philippe Douillet. La proue, Le pardon, film Bouillet. de Philippe Bouillet. En 2004, Mal de mer. 2005, Green Experience. 2013, Les fous sont saints d'esprit. Téléfilm que tu as joué dans Simon le Juste. 2013, César, le prix de la liberté. Série, Où j'ai joué le rôle de Léopold Sédar Léopold Senghor. Senghor. En 2001, Avocat et associé. 2009, Histoire de vie. Court-métrage où tu as été scénariste, monteur son.
Le Dernier Cri. Ensuite, il y avait Christian et puis Veuve Noire que j'attendais. Franchement, mais pourquoi tu l'as jamais sorti en fait? Là, je t'avoue, c'est moi mon palabre. Alors, Parce qu'il était beau hein, visuellement ce truc. Merci. Alors, Veuve Noire, en fait, Veuve Noire, c'est pas un court-métrage en tant que tel. C'est un teasing que tu nous as fait. C'est un teasing que j'ai fait d'un projet de série que je voulais faire en France, que j'ai développé entre 2013 et 2014. J'avais proposé, donc à l'époque je vis en France, j'ai proposé à Canal+, je crois que j'ai connu La Porte. J'avais proposé à Lagardère à l'époque, et c'est là où j'ai eu une petite touche, on va dire, qu'ils étaient relativement intéressés. On a commencé à parler, après finalement ça s'est arrêté, parce qu'on n'allait pas dans la même direction. Et voilà, en fait, Veuve Noire, j'estimais qu'à un moment donné, bon, on était à un moment où sortait pas mal de séries sur les mafias, on a connu les mafias, on a exploré les mafias italiennes, mafias russes, mafias yougoslaves, les pays de l'Est en général. Et les gens ne connaissent pas les mafias africaines qui sont présentes en France, quoi. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose d'original, en tout cas, à présenter. Il y a quelque chose où moi, personnellement, j'ai touché un peu du doigt pour avoir connu des gens qui m'ont montré un peu ce milieu. Et que vraiment, j'étais loin de me douter que ça existait au même titre que les autres communautés. Et voilà, donc pour moi, c'était important de raconter le positionnement de certains Africains en France. Et surtout, moi, ce que j'aimais, c'était vu de l'œil des femmes. C'était les femmes. Voilà, exactement. Et ça t'a pas fait mal parce que les Américains ont sorti cette version. Exactement, ils ont sorti ça 1 an, 2 ans plus tard. Oui, c'était le même nom. Je me suis dit, mais bon, on va pas dire. On va rien dire. C'est très bizarre. Ouais, mais bon. Et, non, mais après, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui considère que c'est le premier qui a montré. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai fait mon truc. C'est resté au stade d'un teaser, d'un court-métrage. C'est pas sorti professionnellement. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, quelqu'un sort quelque chose professionnellement qui y ressemble. Bon, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Je veux dire, les idées circulent. Et, bien sûr. Tant que tu n'as pas la preuve qu'on n'est pas venu fouiller dans ton ordinateur, je ne vois vraiment pas les Américains venir fouiller dans mon ordinateur. Donc, c'est même pas un sujet. Moi, tout ce que ça m'a dit, c'était... C'était une bonne idée. Ouais, c'était une bonne idée. Voilà, c'était dans l'air du temps. Voilà, j'avais 1 an d'avance, on va dire. Et non, donc voilà. Donc, Veuve Noire, ça a été... Enfin, j'ai eu du mal, en fait, à trouver une production, un diffuseur en France. Et je pense que le sujet y était aussi pour quelque chose, parce que peut-être qu'à cette époque-là... On n'était pas encore prêt. On n'était pas encore prêt, et que... Enfin, je ne sais même pas si on est encore prêt aujourd'hui. Et que montrer, en tout cas, vouloir faire une série, entre guillemets, qu'on peut appeler communautaire, parce que ça se passe dans un certain milieu minoritaire en France qui ne sont pas des Blancs, alors que ça touche tout le monde, hein. Bon, apparemment, peut-être qu'on n'était pas prêt pour ça. Et ce qui se trouve... Non, vas-y. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand j'ai sorti le teaser, assez rapidement, j'ai été amené à venir en Côte d'Ivoire, qui m'a amené jusqu'ici à m'installer. Donc, du coup, voilà, les priorités se sont déplacées, on va dire. Ouais. Tu penses que tu vas le sortir un jour? Peut-être vu de l'Afrique, quoi, parce qu'il y a des matchs ici. C'est ça, en fait. C'est que... il m'a fallu du temps, parce qu'on m'en parle de temps en temps encore, il m'a fallu du temps pour reconfigurer dans ma tête. Parce que au-delà d'une série de divertissement, enfin, voilà, de divertir les gens avec une histoire que tu vas raconter, moi, c'était vraiment important pour moi. Je racontais des sous-textes politiques, en fait. Voilà. Il y avait des sous-textes politiques, mais qui ne sont liés qu'à la présence des Noirs en France, en fait. Voilà. Donc, à partir du moment où je ne fais plus en France ou en Europe ou en Occident, avec la vision que j'avais, bon, il faut que je réadapte. Mais il n'y aura pas cette sous-couche de cette politique, parce que je voulais faire une critique assez acerbe de la présence des Noirs en France, et qu'on cantonne que dans certaines choses, et que voilà. Enfin, bref, c'était une critique qui, je pense, n'était pas bienvenue à l'époque. Bah là, je pense que les langues se délient, les gens parlent plus avec tout ce qui se passe, même si avec la montée du RN. Mais bon, je pense que... Mais qui sait, peut-être Oui, qui sait, mais j'y pense. Je pense, je veux dire, c'est d'un coin de ma tête d'adapter ça ici. Voilà, avec un autre regard politique. De toute façon, on a plein de choses à raconter. Hein. On a beaucoup de critiques à faire. Et moi, c'est vrai que j'inscris mon travail,
J'inscris mon positionnement de réalisateur et producteur sur le continent dans quelque chose qui doit aussi être politique. Voilà, parce que j'estime que le médium cinéma, qui coûte cher, comme tu le sais, quand tu arrives à obtenir du financement pour raconter des histoires, pour faire du storytelling, pour représenter le monde, pour envoyer des idées, envoyer des points de vue, c'est puissamment politique. Bien sûr. Et que c'est un luxe, en fait, que voilà, moi je considère que c'est un luxe de pouvoir faire du cinéma, de pouvoir être un artiste, parce que c'est un luxe de pouvoir avoir une parole qui peut être diffusée. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi avec. Voilà. Bon, tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Hein, mais en tout cas, moi, je m'inscris dans quelque chose avec une grande responsabilité. Voilà. Okay. Donc là, quittons Paris, on prend les bagages et on atterrit à Abidjan. Abidjan, bon, d'abord, il y a Tinéja où tu fais un très vite passage, Top Radio. Est-ce que, en fait, au moment où tu viens t'installer, tu sais que tu vas rester ou tu te dis, je viens tester? Et si ça ne se passe pas comme je veux, je retourne parce que j'ai déjà fait des choses là-bas et puis je viendrai de temps en temps. Ou bien au moment où tu décides de déplacer toute ta famille et venir, tu te dis, je suis là, j'y reste, peu importe ce qui se passe. Bonne question. Je me souviens que je venais pas tiède. Voilà, c'est-à-dire que je venais pas en me disant, je viens tâter le terrain. Non, j'étais assez déterminé, assez résolu. Et d'ailleurs, quand je m'installe, c'est avec un contrat à durée indéterminée. Je salue d'ailleurs la première personne qui m'a donné ce contrat-là. J'étais directeur artistique à TSK Studio avec Karamoko Touré. Et donc voilà, donc c'est lui vraiment qui fait que je peux m'installer, que je peux arriver. Et non, enfin moi, je veux dire, j'avais mûrement réfléchi la question, hein, mon positionnement de vouloir faire des choses en Afrique. Après, j'ai gardé mon appartement à Paris, quand même, en fait, juste parce que c'était un bon plan, c'était un bel appartement, pas trop cher, et que, voilà, je me disais, on ne sait jamais, il faut garder un pied-à-terre. Là, tu l'as gardé encore ou tu l'as finalement laissé? Non, je l'ai laissé. Je l'ai laissé au bout de, je pense, 2 ou 3 ans, je l'ai laissé. Okay. Ouais. Au bout de 3 ans, je l'ai laissé en étant convaincu que j'allais me battre ici, en fait. En fait, je fais une petite parenthèse par rapport à cette question-là. Je disais il n'y a pas longtemps à un autre podcast auquel j'ai participé, je disais, enfin, quelque part, nos actions et ce qu'on reçoit de nos actions dépendent aussi, entre guillemets, de la foi, de l'énergie qu'on va mettre dedans. Bien sûr. C'est-à-dire que je reste persuadé que quand tu t'engages dans quelque chose en te disant j'ai un frein derrière, j'ai un backup derrière, c'est un message que tu envoies qui dit que tu n'es pas totalement prêt ou que tu es tiède. Tu vois. Moi, je suis persuadé de ça. Je suis persuadé que les choses, il faut vraiment s'y plonger dedans sans filer. Après, en tout cas, avec ça, tu as la garantie que tu vas donner tous tes moyens, tu vas te défoncer dedans parce que tu sais que tu n'as pas de filet derrière, quoi. Donc, je pense que j'ai abordé les choses comme ça. Et je pense que la chance que j'ai eue, que j'ai jusqu'à présent, que mon travail soit reconnu, c'est que je crois qu'à chaque projet, c'est toujours un éternel recommencement d'engagement, de peur, de challenge. Et que, tu vois, enfin, vraiment, hein, sans te raconter l'histoire, tu pourras demander à mes techniciens sur Cacao. On a démarré le tournage de Cacao 2 en avril, là, fin avril. Premier jour de tournage, avant de faire le premier clap, j'ai fait mon speech habituel et j'ai rappelé aux gens que, on ne vient pas là en ayant gagné la partie d'avance, en fait. Hein. C'est-à-dire que le succès de la saison 1 nous oblige et nous met la pression pour la saison 2. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Il ne faut pas arriver en se disant « Ah, mais c'est finger on the nose. Comme on a fait la saison 1, ça a bien marché. La saison 2, ça va cartonner. Les gens attendent ça. » Non, au contraire, c'est une pression supplémentaire. Voilà, moi, je pense ça vraiment comme ça. Et que, voilà, c'est toujours un challenge. Voilà, c'est toujours un challenge d'une prod à l'autre.
de se dire, voilà, espérons qu'on ne se trompe pas, qu'on travaille dans les meilleures conditions pour essayer de sortir les meilleures choses, quoi. Donc, tu tournes Top Radio. Donc, Top Radio sort. Moi, j'ai envie de parler des réalités parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui, quand ils arrivent en Afrique, ouais, on va faire des choses. Je suppose que quand TSK te fait venir, ils te disent, bon, on est là, il y a les moyens. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est par rapport à la réalité du terrain. C'est-à-dire, lorsqu'on monte le projet, on l'écrit avec tout ce qu'on imagine et tout et tout. Et là, on se retrouve avec des techniciens locaux avec qui on n'a jamais tourné, avec une équipe locale, avec une vision qui peut-être est différente. Comment est-ce qu'on concilie ces deux-là pour sortir un Top Radio, qui est son premier vrai projet, qui est finalement ton premier vrai projet, en fait? Tout à fait. Comment on s'en sort avec ça? Comment on mixe tout ça? Je vais te répondre juste par un mot. Il faut y mettre... comment je vais te dire ça? Il faut y mettre de la politique. Ok. Je m'explique. Avant de faire Top Radio, je viens un mois en Côte d'Ivoire pour tourner le pilote. Ok. Et à cette époque, je n'ai jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Je suis déjà venu, hein, mais pas travaillé. Je n'ai jamais travaillé en Côte d'Ivoire, je ne connais pas l'écosystème. Donc, quand je dois faire le pilote, naturellement, quand je suis à Paris, je viens de Paris, je vais avec mon chef opérateur, mon ingé son, des gens avec qui j'ai travaillé sur mes courts-métrages en France, en me disant, voilà, pour me sécuriser un peu, je ne sais pas ce qui m'attend sur place, quoi. Et quand on tourne le pilote, assez rapidement, je comprends que, évidemment, qu'il y a un grand manque en termes de compétences sur place. À quel niveau? À quel niveau? À tous les niveaux. Tous les niveaux techniques, comme acteur, comme... Non, acteur, c'est différent, en fait. Donc, c'est plus technique. Oui, Ok. sur la technique. Et donc, ça, je sais que je viens pour partir, voilà, Ok. juste pour tourner le pilote. Et quand c'est évident que je viens m'installer, là, c'est là où je dis, voilà, il faut rentrer du politique dedans, parce que c'était assez clair dans ma tête que je ne vais pas être le énième Africain qui va toujours ramener son personnel blanc parce qu'ils sont meilleurs, parce que tout ça. Il y a des choses qui sont vraies, bien sûr, ils sont mieux formés, etc. Mais j'ai pris sur moi, et encore aujourd'hui, de défendre le fait qu'à un moment donné, pour avancer, il faut avancer aussi avec les gens qui sont là, sur place. S'ils ne sont pas à un certain niveau, il faut les entraîner à un certain niveau. Si toi, tu dois redescendre un peu pour ramener, pour pousser, pour accompagner les autres, mais tu descends pour ramener, pousser les autres. C'est pour ça que je dis c'est du politique, c'est un positionnement politique. Je ne conçois pas ma vie comme il y a ma vie et il y a le cinéma. Tu vois, je pense que comme tu as compris, depuis l'âge de 13-14 ans, la passion est devenue un métier est devenu une manière de vivre, quoi, en fait. Donc, voilà, enfin, moi, Donc, politiquement, Ouais. en tout cas avec la boîte que j'ai aujourd'hui, avec Plan A, l'idée c'est que je fais avec les techniciens, soit du pays, soit de la sous-région, avec les Africains, et au niveau où ils sont, quitte à les former, quitte à ce qu'on apprenne ensemble, et on monte ensemble. Donc, Top Radio, tu finis, ça sort. Est-ce que quand tu vois les premières images, tu te dis, on a fait du bon boulot avec ce qu'on avait, ou bien tu te dis, ah non, c'est absolument pas ce que j'avais imaginé? Non, j'ai pas de. Enfin, je veux dire, dès le départ, tu sais dans quoi tu es. Tu vois ce que je veux dire? Dès le départ, tu sais dans quoi tu es, tu sais ce que tu tournes, comment tu tournes. Donc, tu sais plus ou moins ce que ça va donner. Oui, tu sais plus ou moins ce que ça va donner. Et tu sais dans quels moyens tu les fais et aussi pour quel public, etc. Tu vois. Donc, pour quel public? Est-ce que ça veut dire quoi pour quel public? Pour un public populaire, pour un public qui n'est pas un public de spécialistes. Okay. Quand je dis un public qui n'est pas un public de spécialistes, c'est-à-dire que c'est pas pour minimiser, hein, c'est juste pour dire que ils ne s'arrêtent pas aux mêmes endroits, ils ne regardent pas les mêmes choses, en fait. Okay. Voilà. Ils ne regardent pas les mêmes choses. Et ça a droit d'exister, ça doit exister. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le populaire est ce que les gens vont recevoir en direct, qui va les faire rire, les faire pleurer, etc., tout ce que tu veux. Ils vont être accrochés sur une histoire, sur ce que tu racontes. Okay. Ton image peut être verte, jaune, tout ce que tu veux, mais si les actions que tu montres, que les gens sont réceptifs à ça et qu'ils aiment ça, ça a autant de valeur que quelque chose qui va être vu par un professionnel qui va être en train de décortiquer la qualité de ta lumière, la qualité de ton son, la qualité de tes costumes, etc. Les deux ont le droit d'exister. Ok.
Donc, pour faire exister justement ce cinéma de spécialistes, enfin, cette série de spécialistes, il y a Invisible qui arrive. Ouais, Invisible. ouais, si tu veux, on peut dire ça comme ça. Il y a Invisible qui arrive, qui est tout toi, si tu veux, Ouais. politique, Ouais. qui traite d'un sujet d'actualité, qui est, je sais Ouais. pas si je vais dire noir ou... Mais en tout cas, ça fait pas rire ce que tu y traites. Non, c'est la réalité sociale, quoi. Voilà, et Invisible, je sais que tu l'as écrite, tu as fait de... Voilà, tu es allé même dans certains bata, comme on dit, pour pouvoir écrire cette série. Et elle sort, et elle marche bien. Et on attend une saison 2 qui ne viendra jamais. Non. C'est pas pourquoi. Non, c'est sûr, ça viendra jamais. Ah non, c'est sûr. En fait, je veux dire, il y a pas de surprise sur Invisible. Genre, dès le départ, avant même qu'on ne tourne. Tu savais que c'était juste une Oui, saison? j'ai toujours dit qu'il n'y aurait pas 2 saisons d'Invisible. Pourquoi? Parce Pourtant, elle que... mérite une... Enfin... Non, je vais te donner les mêmes explications qui tiennent toujours aujourd'hui. Hein. En fait, avec mon co-scénariste, je n'ai pas écrit tout seul. Hein. J'ai écrit avec, d'ailleurs, je le salue, avec Aka Assier. On sait qu'on touche à quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment le quotidien des gens. Aussi dans le fantasme des gens. Quand je dis le fantasme, c'est-à-dire un certain fantasme politique, hein, c'est-à-dire entre ce qui on pense qui sont derrière les microbes, etc., pour qui se sert d'eux. Donc, on sait très bien qu'on jump dans quelque chose qui est sensible, qui est touchy, etc. Bon, j'ai un peu d'expérience quand même dans la profession pour savoir que l'effet d'identification est très fort chez Bien nous, sûr. en Afrique en particulier. L'effet d'identification est très fort. Et la difficulté d'un projet comme Invisible, c'est comment tu décris le mal quand il est porté par tes personnages principaux qui sont des enfants. Ouais, et ils ont subi ce qu'ils devaient subir aussi dans leur quartier, ouais. Je veux dire, on fait pas, on fait pas les films comme ça, juste il y a une idée, je raconte un truc. Qu'est-ce que ça raconte en dessous, en fait? Quelles sont les implications sociétales, psychologiques de ce que tu racontes? Moi, je reproche à beaucoup de mes collègues ou des gens qui font ce métier-là de ne pas se poser les questions de l'impact de ce qu'on raconte. Tu vois? Ça a un impact, ce qu'on raconte. Je veux dire, c'est pour ça que je t'ai dit... moi, c'est une arme politique de faire du cinéma. Okay. Et d'autant plus quand on est africain. Je pense que tu as autant entendu que moi dire on en a marre que nos représentations soient portées par des Blancs, par des Occidentaux qui racontent nos histoires. Donc, une fois que tu dis ça, tu dois vraiment prendre ça sur ton dos quand tu le fais chez toi, en fait. Et être vraiment au clair là-dessus. Donc, pour moi, je savais que la difficulté, c'était faire en sorte que des enfants soient les porteurs d'une histoire. Donc, tu vas faire tenir une série de 10 épisodes, scotcher les gens tous les soirs en train de regarder une histoire qui est portée par des enfants qui font le mal. Bon, faut faire attention quand même. Hein, tu vois ce que je veux dire? Faut faire attention. Et je pense que le succès de la série a montré que, ben oui, il y avait des enfants qui ont eu un effet d'imitation auprès de Chaka, de Timo, ce qui est normal, on va dire. Ils n'ont pas assez de recul pour ça. Mais heureusement que c'est une série qu'ils regardaient avec leurs parents, qui leur expliquait que c'est pas... On peut vous montrer quelque chose pour vous montrer que c'est un mauvais exemple. Parfois, les mauvais exemples, il faut les montrer. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les recopier. Si je ne t'ai pas montré le mauvais exemple, ça va être juste des mots, tu ne vas peut-être pas comprendre quel est le mauvais exemple. Là, j'ai pris le risque en me disant, je vais vous montrer, je vais vous embarquer dans une histoire en vous montrant tous les mauvais exemples qu'il ne faut pas faire, en espérant, en comptant sur votre intelligence pour comprendre que ça, ce n'est pas fait pour être un exemple à suivre, en fait. Je vois. À partir de là, il ne peut pas y avoir de saison 2. Ok, d'accord. Donc, il n'y aura pas de saison 2, c'est mort. Et donc là, après ça, tu crées ta boîte de prod. Oui, après ça, donc... Il y a ces cacao qui arrivent. Je quitte TSK, je monte Underscan, ma boîte de prod tout seul. et arrive donc Cacao qui m'est proposé par Yolande Bogui, donc la créatrice. On reçoit dans quelques jours. Voilà, par Yolande Bogui et par François Deplanque. François Deplanque, pour la petite histoire, c'est un ancien de Canal. C'est lui, en tant que directeur des chaînes et contenus de Canal à l'époque d'Invisible, c'est lui qui me signe, qui signe l'engagement, le contrat pour Invisible. Et
je crois quasiment en même temps, il quitte Canal+. Comme moi, je quitte TSK. Et il monte sa boîte de prod. Il se met avec Yolande Bougui par rapport à Cacao. Et ils viennent me proposer de réaliser Cacao Ok. et de coproduire. Voilà, de coproduire. Ok. Donc, tu coproduis et après, ben, ça se transforme en plan A. Non, ça ne se transforme Pas pas. encore plan A. Donc, cette boîte existe et il y a plan A à côté. Alors, donc, j'ai cette boîte avec laquelle donc, j'ai fait Cacao. Cacao. J'ai fait la prod. Qui est celle qui fait aussi Cacao 2. Non. Ok, d'accord. Non. C'est un peu compliqué. D'accord. C'est des histoires Bon, ok. de droit. Donc, Underscan et Tanka, qui est la boîte de Desplanques, de François Desplanques, font Cacao 1. Ok. Pour Cacao 2, moi, entre-temps, j'ai des partenaires qui me proposent qu'on monte une boîte ensemble. Donc, c'est plan A, on monte plan A. Underscan, je peux la fermer ou la garder comme ça. Donc, j'ai décidé de la garder parce qu'elle me permet de faire du conseil. Parce qu'en même temps, je fais du conseil pour d'autres chaînes, etc. Donc, c'est un travail à part, on va dire. Et plan A, c'est vraiment voilà, la structure de production qu'on a montée pour soutenir notre domaine et pour être un peu des piliers, on va dire, dans un chemin d'industrialisation de notre secteur. Donc, avec plan A, c'est là que tu fais Avec plan A, donc, je fais au Batanga. Niabla. Au Batanga, Niabla, Cacao 2. Cacao On 2. est en train de tourner. La dernière voix. Ouais. Pour A+. Charles Ornel, récemment. Non, attends, on va arriver à Charles Ah, Ornel. ok. Faut pas c'est Charles Ornel? Non, vraiment, cette série? D'accord. Famille Et... Grey, de plus en plus loin, au Burkina. Alors, je ne sais pas si on peut en parler, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, est-ce que toi, tu te vois au grand écran? Ou pour toi, tu as trouvé ton business model de faire des séries pour le groupe Canal, donc à l'année. Est-ce que tu te vois... Enfin, pour l'instant, c'est que A+, et Canal+. Il n'y a pas encore d'autres chaînes. Et j'ai l'impression que tu as 1 ou 2 séries qui sortent par an. Donc, je me dis, très peu de temps, voire plus. Donc, bon, ceux qui sortent à l'écran, peut-être plus. Donc, ça veut dire très peu de temps pour pouvoir tourner autre chose. Exactement. Donc, est-ce que tu as trouvé ton business model dans lequel tu te plais, donc faire des séries pour ce client-là qui te commande à l'année, ou à un moment, on te verra sur grand écran, ou enfin, tu ne te vois pas faire du long? Comment je vais te dire ça? Enfin, c'est une question qu'on me pose, ou une remarque qu'on me fait assez souvent. Comment je vais répondre à ça? Est-ce qu'on te verra d'abord sur grand écran un jour? On me verra sur grand écran, Okay, ça c'est sûr. En tant que réalisateur, tu parles? Oui, après, si tu veux aussi acteur, non, ça ne nous dérange pas. Oui, non, oui, en tant que réalisateur. Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr que je serai sur grand écran. En fait, oui, enfin, pour moi, ce genre de questions, ce genre de remarques, faut qu'on prenne un peu de temps hein, pour répondre à ça. Bien sûr. Parce que c'est pas, ça touche à plein de choses. Pourquoi il faudrait que je sois sur le grand écran par rapport à la télé? Pourquoi? Enfin, déjà, c'est une question moi-même que je pose. Le sous-entendu de cette question, c'est qu'on on continue de faire une hiérarchisation des médiums, en fait. Tu vois, on considère encore aujourd'hui qu'un film de cinéma a plus de valeur qu'une série ou un film de télévision. Mais je veux dire, c'est le système qui le veut. Il n'y a pas si longtemps à Cannes, il y avait ce débat de films qui sortent sur Netflix qu'on estime qui ne sont pas des films de cinéma et peut-être. Donc, enfin. Mais Cannes, c'est pour le cinéma. Oui, non, je veux dire que. Il y a d'autres manifestations pour les séries. Même, je veux dire que, justement, il y a des festivals pour les séries, il y a des festivals pour les longs. Donc, qu'on le veuille ou pas, ce distinguo, même le système le fait. Donc, à un moment, je pense que les gens. Non, il y a un distinguo, mais en fait, c'est pas parce qu'on peut être différent sans être au-dessus ou en dessous. Oui. Mais non, on ne peut pas classer parce qu'on n'est pas dans la même chose. Non, c'est pas ça. Voilà. Ce que je dis, c'est différent. Ce sont des activités différentes. Mais je n'ai pas envie de considérer qu'il y a une activité qui est au-dessus de l'autre. Ok, je vois ce que tu veux dire. Pourtant, dans le parcours que je t'ai raconté, tu as bien compris que je viens du cinéma. Bien sûr. Voilà. Donc, on parle des mêmes médiums, en fait. C'est-à-dire, avec de l'image, du son, raconter une histoire. Après, c'est diffusé où? C'est diffusé sur la télé ou dans une grande salle? Pour moi, c'est juste une question de ça. Tu vas me dire, ouais, mais faire les films de cinéma, il y a une plus grande ambition, etc. Ben, oui, on peut. Et puis, s'il y a les moyens pour faire un film unitaire, si on met des moyens aussi dans une série qui peut être
En plus, en ce moment, là, je crois qu'il y a une grosse série qui passe sud-africaine. Ouais, c'était Chaque- 400 000 euros. Non, je ne sais pas si on parle de la même. Zulu Ilembe, qui passe en ce moment, là. Ah, C'est non, sur, non. sur, Sur Canal+. ouais, sur la préhistoire. Ah, ok, Pardon, la d'accord. préhistoire de Shaka Zulu. Ok, d'accord. Fait que ça passe en ce moment, c'est intéressant. Enfin, c'est une grosse production en série. Bah, les comme, Sud-Africains. voilà, comme il y a eu Game of Thrones aux États-Unis, etc. Ouais. Ok. Enfin, déjà, voilà, c'est pour dire que moi, que ce soit pour le cinéma ou pour la télévision, mon travail est exactement le même. Mhm. Raconter des histoires avec des images, du son, des acteurs, etc. Après, il faut se mettre dans des réalités économiques. Mhm. Parce que tout ça est une activité économique. D'où le fait de business model. Est-ce que, en tant que producteur, tu as trouvé le business model qui te sied pour l'instant? En tant que producteur, tu as juste trouvé le fait que la télévision en Afrique est beaucoup plus active que le cinéma. Ok. Je ne vais pas dire que j'ai trouvé un business model, je vais juste dire que la télévision est active, c'est-à-dire la télévision a besoin de programmes, il y a eu l'explosion de chaînes, des chaînes ouvertes ont besoin de mettre des choses sur leurs antennes et ont un certain budget pour ça, constant pour ça. Le problème avec le cinéma en Afrique, c'est que on manque cruellement de financement direct pour faire des films. Mhm. Que malheureusement, tu ne peux pas te projeter dans une idée d'industrialisation du cinéma, quand je dis cinéma, juste le cinéma grand écran, on est encore très loin. Il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres pour arriver à ça. C'est vrai. Et que, donc, tu vois, je vais te parler d'un point de vue artistique, un point de vue logistique et un point de vue business. Le point de vue artistique, oui, c'est sûr qu'au cinéma, sur un seul film, avec le budget que tu as d'un seul film, où ce budget-là, en général, ça va être le budget d'une série que tu vas faire. Donc, en gros, tes unitaires de série coûtent moins cher que ton unitaire de long métrage, où tu vas te dire, OK, dans ce long métrage, je peux explorer artistiquement des choses, je peux aller loin, machin. Tu peux avoir une légère frustration par rapport à ça. Mais quand même, on fait aujourd'hui quand même des séries où on essaye d'aller creuser artistiquement quand même. On arrive quand même à trouver, tu vois, à trouver des endroits où on peut creuser un peu, même avec les moyens qu'on a, quoi. Donc, on va dire artistiquement, ouais, c'est à peu près pareil. On va dire. À peu près pareil. En termes de logistique, logistiquement, un long métrage, allez, le tournage va durer entre 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines maximum. Donc, c'est un temps assez court de travail. Je parle du tournage. Hein. La série, moi, une série comme Cacao, c'était 7 mois de tournage. Une série comme Invisible, c'est 5 mois de tournage, etc. Genre, ces points-là m'amènent au côté business. Moi, je suis chef d'entreprise. Voilà. Au-delà de l'artiste, ou même si je ne me considère pas comme un artiste, moi, je me considère comme un artisan. Au-delà de réalisateur qui va raconter des histoires avec une patte, etc., je suis chef d'entreprise. Voilà, je suis chef d'entreprise, je dois faire tourner une boîte pour faire payer des salaires tous les mois. Et au-delà de ça, qu'on le croit ou non, mais comme je t'ai dit, pour moi, beaucoup de choses sont politiques, c'est d'engagement dans la vie, d'engagement social. Pour moi, c'est hyper important d'être quelqu'un, d'avoir une structure qui soit génératrice d'emplois continu. Et qu'on le veuille ou non, en Afrique en particulier, c'est la télévision qui arrive à faire vivre son homme, qui arrive à faire vivre en continu son homme. Le cinéma, comme tu le sais, c'est une période donnée, un tournage donné, tu fais ça, ça passe au cinéma X temps après. C'est pas forcément une économie, tu vois ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas d'économie, vraiment, hein, pour ceux qui veulent embrasser ça, il n'y a pas d'économie dans le cinéma africain, clairement. Si tu de toute façon, il suffit de regarder un peu la présence des films africains dans le panorama mondial. On est toujours traité, en fait, comme encore des exotismes à présenter dans les grandes messes occidentales. C'est ça. Moi, ça, là, j'ai fini avec ça, en fait. Avec ça, j'ai fini. Là où il y a quelque chose qui me dérange d'autant plus, c'est quand chez nous, et notamment notre seul et grand festival panafricain qui est le FESPACO, là où ça me dérange plus, c'est quand un festival comme le FESPACO continue
a relégué au second plan la télévision, la série, par rapport au long métrage en Afrique. Je m'explique. Le FESPACO a lieu tous les 2 ans. Tu peux me citer 5 réalisateurs africains, quand je dis africains, donc tous les pays africains, là. Tu peux me citer 5 réalisateurs africains qui sont capables de présenter un film tous les 2 ans au FESPACO? C'est un vrai exercice que tu me donnes. Alors, Kunle Afolayan, du Nigeria. Je pense qu'il pourrait. Pauline Traoré, du coup, parce que chaque 2 ans, elle est présente. Aboudraman Sissako, il essaie. On n'est pas là tous les 2 ans. Oui, mais je pense qu'il pourrait. Je pense après, peut-être les calculs de festival de Cannes et consorts qu'il prend en compte. La colle. Mais il fait de la comédie, le Burkinabé, le gars des Trois Lascars. Et Alex Ogou, s'il a envie. Mais il a préféré faire. Il préfère pour l'instant faire des séries. Oui, mais tu vois encore dans ton langage, il préfère. Oui, non, en fait, non. Pour moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne fasse pas de jugement de valeur. Non, c'est pas un jugement de valeur. Moi, ce que je suis en train de dire, pour moi, on peut laisser le choix à des gens d'être des réalisateurs de séries. Parce qu'il faut faire des séries. Oui, bien sûr. Et de longs métrages. On n'est pas obligé. En fait, pour moi, il faut juste trouver sa bonne économie. Parce que, comme tu dis, un réalisateur est d'abord un businessman, enfin un producteur. Donc, si le gars, il estime qu'il se sent mieux parce qu'il a plus de temps pour tourner une série, parce qu'il peut mieux raconter son histoire, parce que tes séries, c'est quoi? C'est des 52 minutes, 8 épisodes. Un film, c'est maximum, en tout cas, les salles de cinéma te prennent maximum 1h20. Tu peux pas développer comme tu veux ton histoire. Donc, moi, je suis OK avec le fait qu'un réalisateur soit à l'aise avec le fait de tourner une série. Je fais pas de comparaison, mais tu peux préférer. Donc, tu peux préférer. Mais je comprends aussi ceux qui ont envie de te voir sur grand écran exprimer certaines choses parce qu'ils estiment que, en fait, tu peux avoir des choses aussi à raconter là-bas où, en fait, il y a des histoires qui manquent. Moi, en Invisible, en fait, il n'y a pas ce type d'histoire. Il n'y a pas de réalisateur qui a envie de s'engager sur ce terrain. Il n'y a personne qui a envie de raconter ce type d'histoire. Mais en fait, tu vois ce que mais venons là-dessus. Quand je fais Invisible, alors, pour la petite histoire, Invisible a été la première série du genre pour Canal+, de 52 minutes. C'est ça. Et c'est suite à Invisible qu'on a même créé ensemble le terme de création original, pour l'Afrique, quoi. Canal+ original. Bref. Invisible, on peut s'accorder à dire qu'il y a une approche cinématographique. Très, très cinématographique. À l'époque, quand je veux faire ça, je dis, moi, je fais du cinéma à la télévision. Okay. Faire du cinéma à la télévision, c'est juste être sûr, avoir un certain minimum de garantie quand même d'audience. Voilà. On sait très bien que un film, une série qui passe à la télévision a beaucoup plus d'audience en général qu'un film au cinéma. Qu'est-ce que souhaite quelqu'un qui est porteur d'un message en premier? Déjà, pouvoir faire son message, fabriquer son film, c'est une chose. Et comme j'ai dit, entre le cinéma en Afrique, je veux bien sûr, entre le cinéma et la télévision, je pense que tu as eu à rencontrer plein de réalisateurs, enfin quelques réalisateurs de cinéma qui t'ont à peu près raconté le même parcours pour monter un film de cinéma, combien de temps ça peut prendre quand tu es dans nos hémisphères. Donc, c'est un financement qui est beaucoup plus long, qui est beaucoup plus compliqué. Entre-temps, il faut arriver à manger, machin truc. Moi, je conçois mon métier pas que d'un point de vue artistique ou artisanal. Je conçois aussi comme un engagement d'emploi, un engagement d'un chef d'entreprise, un engagement de quelqu'un qui veut faire monter les gens, qui veut faire vivre les gens au quotidien. Ça, le cinéma aujourd'hui, le cinéma ne peut pas me permettre ça. Quand je fais Invisible, la première fois que je regarde Invisible, ce n'est pas à la télé. La première fois que je regarde Invisible, le premier épisode, c'est à La Rochelle, au Festival de La Rochelle, sur grand écran. Parce que la série a été prise là-bas. On regarde tous ce qu'on vient de faire là, avec nos caméras de télé, etc. On voit tout ça sur grand écran, quoi, dans une salle de cinéma. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différence, quoi.
personne n'a vu de différence. Il n'y a pas de différence entre cinéma ou télé, tu vois. Donc, au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ambition narrative visuelle qu'on a mise dans la série, au même titre qu'on aurait mis ça dans un film de long métrage, et qu'au final, ce qui diffère, c'est le lieu de diffusion. Grand écran, cinéma ou bien télévision. Les deux fonctionnaient pour investir. Bien sûr. Le FESPACO, qui est notre seul grand festival panafricain, continue à être sur des normes qu'il utilisait il y a longtemps, à l'époque où le cinéma africain était florissant. Il y avait plein de noms, plein de réalisateurs, plein de films qui sortent. Notre âge d'or s'est éteint. Il y a beaucoup plus de productions qui passent par la télévision que par le cinéma. Il y a beaucoup plus d'acteurs qui se révèlent par la télévision que par le cinéma. Il y a beaucoup plus de réalisateurs qui se révèlent par la télévision que par le cinéma. Il y a beaucoup plus d'écosystèmes dans la télévision qu'au cinéma. Donc, moi, à un moment, je n'arrive pas à comprendre et je ne suivrai pas. Je ne suivrai pas et je dirai toujours. Et ce n'est pas parce que je suis à fond dans la télévision. Je te dis, demain, s'il y a un projet de cinéma que je reçois sur ma table et que j'ai l'impression qu'on peut le financer sans passer 10 ans dessus, je vais m'y mettre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... La question est que le travail, il est là, en fait. Le travail, il est là. La télévision, le travail est disponible tout de suite. Il y a de la demande, il y a du financement. Il y a là. C'est tout, en fait. Hein. C'est juste pour ça que je produis plus pour la télévision et plus pour Canal+. C'est juste parce que on sait tous sur la place qu'ils mettent un peu plus de financement sur les créations originales. Il n'y a que eux qui font de la création originale. Si NCI et demain, Life, RTI disent qu'on est prêt à mettre tel montant pour des séries un peu premium, à des durées un peu longues, avec une exigence artistique, et on met l'argent, mais t'inquiète pas que tu vas avoir plan A dans le game, en fait. Donc, c'est juste pour ça. C'est pas lié à autre chose. Et que plan A, malgré notre grand dynamisme, et c'est pour ça que je félicite vraiment mes équipes, on n'est que 6 personnes. Hein. On n'est que 6-7 personnes. Tu as 6-7 personnes qui produisent, là, cette année, on est entre 6 et 8 productions, quoi. C'est énorme, tu vois ce que je veux dire. Ok, en tant que réel ou en tant que les deux? Je parle de production. Ok, je parle de d'accord. plan A. Je parle Plan de A, ok, boîte pas plan A non, mais Alex, en tant que réalisateur, il est sur combien de projets en ce moment? Sur 2. Ok, Cacao et Obatanga? Cacao et Obatanga 2. Ok, d'accord. 2 sur 6 ou 8. Donc, tu vois, c'est soit un bon tiers, soit un bon quart, tu vois, de production de plan A. Ok. Donc, voilà, enfin, moi, juste pour finir avec cette histoire de cinéma, de télévision, moi, je regrette cruellement que le FESPACO ne rentre pas que s'adapter au temps, en fait. Mais qu'est-ce qu'il devrait faire concrètement? Est-ce que c'est de créer une palme d'or de la série? Est-ce que c'est de dire qu'il n'y a plus de... Enfin, concrètement, qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est de mettre de mettre la série au même plan que les films de cinéma, en fait. Tu trouves qu'ils ne le font pas? Ben non, enfin, je veux dire, tu as déjà vu comment c'est traité les séries au FESPACO? Les séries au FESPACO sont diffusées en manière un peu catimini. Les prix sont décernés la veille de la remise officielle. C'est pas remis. C'est comme si c'était une sous-catégorie, en fait. Ok, je vois ce que tu veux dire. Vraiment, une fois de plus, je ne prêche pas pour ma paroisse si on n'a rien à cirer, concrètement. Mais comment tu justifies que 90% des gens que tu connais dans le cinéma, si tu veux, prenons le terme générique cinéma, qui englobe l'audiovisuel, ou on va dire l'audiovisuel qui englobe le cinéma. Prenons l'audiovisuel. Comment tu expliques que la plupart des gens que tu connais dans le milieu, tu es d'accord avec moi, qui travaillent plus à la télévision qu'au cinéma? Bien sûr. Voilà. Bien Donc, sûr. comment ça se fait que 90% des gens qui vivent de audiovisuel ou dans audiovisuel et en dessous, en fait, concrètement, à la télévision, soit moins reconnus, soit moins mis en avant d'un festival qui fait aujourd'hui la promotion plus de ce qui reste quelque chose d'élitiste, en fait. Voilà. Parce que depuis quand un réalisateur... Pardon, hein, mais je ne veux pas faire d'insulte à personne, mais... voilà, des Abderrahmane Sissako, des Sambène, des Gaston Caboret, des grands noms comme ça. Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Ils ne sont pas nombreux.
et que et qu'il ne faudrait pas s'amuser à comparer les quelques films que certains font avec ces œuvres-là. Donc voilà, donc Ok. moi, c'est juste une reconnaissance des gens qui sont dans le secteur, qui travaillent au quotidien, autant de l'artistique que, que dans le business, que dans la logistique, qui soient reconnus en fait à leur juste travail. Parce qu'au final, nos séries sont vues peut-être par 10 fois plus, Bien 10, sûr. 100 fois plus de gens que nos films qui passent dans nos petites salles de cinéma. Parlant du FESPACO et des séries, est-ce que tu es d'accord avec ceux qui pensent qu'on devrait justement créer deux catégories, dissocier les séries plus courtes des plus longues? Bien sûr. Et ok, tu as Mais- répondu. Et aussi celles qui ont eu plus de budget et tout ça, parce que artistiquement, on n'a pas les mêmes choses. Ou toi, tu pars plutôt sur la longueur. Non, on ne devrait pas mettre une série de 13 minutes avec une série de moi, c'est la 52 du durée. 26. Ok, toi, c'est surtout la durée. Pour moi, il faut faire une distinction sur la durée. La durée ne permet pas la même expression. C'est vrai. Il vaut mieux aller sur la durée plutôt que d'aller sur Le budget. mais non, parce que faire cette distinction-là dans la série sur la durée, c'est faire la même distinction comme au cinéma. Il y a les longs métrages, les courts métrages. C'est la même distinction. Ok. Pour moi, il faut juste se baser sur ça. Une série, quelle soit sa catégorie, si elle est dans les 13-26 minutes ou bien les 52 minutes, elle va être en concurrence avec d'autres séries de la même catégorie. On ne se pose pas des questions de budget. Ou bien on se pose la même question de budget comme au cinéma aussi. Bien sûr. Je veux dire, quand tu peux être tu peux être au Festival de Cannes, tu vas avoir un film sénégalais qui est en compétition. Tu te doutes bien qu'il n'a pas le même budget que un film français ou américain qui est en compétition aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas partir sur ces critères-là. Tu vois? On va partir sur un critère de durée. Et ce qui va faire que tu es présent à ce festival, c'est la qualité qu'on va voir dans ton œuvre, c'est tout. J'ai envie qu'on parle un peu d'argent. Alors, on sait comment le réalisateur se paye. C'est comme un technicien. Il va se donner son salaire. Comment un producteur, il va se payer sur un projet. Ça va vraiment être du b.a.-ba pour celui qui ne connaît pas le cinéma. Comment le producteur... Le producteur ou le réalisateur? Non, le réalisateur, tu lui fais son salaire. Oui, voilà, non, lui, donc on sait. Il a un salaire, le producteur... Oui. Il a un salaire qui doit être traité comme... le réalisateur a un salaire cumulatif de technicien et de Bien créatif. sûr. Le producteur? Le producteur, il se rémunère sur l'œuvre qu'il produit. Il y a un pourcentage ou une rémunération qui va s'attribuer, en fait, au projet. Sur les séries, c'est comme ça que ça se passe, c'est ça? Bien sûr. Ok, d'accord. C'est-à-dire, on fait un budget de production Ok. où toutes les lignes apparaissent, la rémunération de tel technicien, tel acteur, tel réalisateur, et la rémunération aussi, soit pour le producteur, soit pour la boîte de production. Moi, par exemple, à Plan A, sur les budgets de Plan A, n'apparaissent aucune rémunération du personnel de Plan A. Okay. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas une rémunération par projet, ma Dirprod, mes Dirprod. Bref, le personnel de Plan A n'a pas de rémunération liée à un projet. Okay. Mais ils sont salariés de la boîte. Voilà, okay. On est tous salariés de la boîte. Cette rémunération qui vient à la boîte, qui nous permet de percer des salaires, apparaît sur un budget de production sous la forme frais généraux. Ok, voilà, d'accord. Frais généraux de la boîte qui représentent un pourcentage du budget général de production qui sont injectés dans la boîte et qui permettent de gérer les charges. Alors, tu as parlé de travail. Quand je prends tes séries, tu as parlé de travail des enfants. Bon, dans Niabla, Niabla, c'était drogue, clan, prostitution. Enfin, tu as essayé de brosser tout. Après, cacao, c'est cacao et tout ce qui va autour. Tu penses qu'il y a quelle thématique que tu n'as pas encore traitée? La santé mentale. La santé mentale? Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. La santé mentale, et peut-être au risque de te surprendre et de prendre le contre-pied même de ce que je viens de dire, la santé mentale. Je rêve de faire un grand film ou une grande série d'amour. Non, c'est vrai? Ouais. Toi? Ouais. Mais il y a toujours un peu d'amour dans tes histoires, mais genre que de l'amour. Oui, mais vraiment une histoire d'amour. Une histoire d'amour puissante. Tu retournes à tes fondamentaux, finalement. C'est quoi les fondamentaux? Bon, on t'a connu dans de l'amour un peu.
Ouais, en même temps, quand tu regardes la place du cœur, oui, c'est une histoire d'amour C'est de, ce que de, j'ai de, dit. de jeunes contre le monde. Oui. Et C'était Roméo et ouais, Juliette, limite. oui, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, je pense que j'aurais, je serais encore en France, on aurait ces discussions alors que je suis encore en France, je t'aurais pas dit ça. C'est vrai? Non, Là, tu es en mode gangster. Qu'est-ce qui non, s'est c'est pas passé en ça. star? Non, je le dis ici aujourd'hui pour la simple et bonne raison que je trouve que euh, d'une manière générale, en tant qu'Africain, on est assez pudique Ok. sur l'amour. Quand je dis l'amour, je parle de sentiments, hein, je parle Bien pas sûr. voilà. On est assez pudique sur l'expression des sentiments de l'amour. Et moi, j'aime faire les choses qui dérangent. Voilà. Et bizarrement, paradoxalement, parler d'amour sans tabou peut être quelque chose de dérangeant dans Mm. nos cultures, en fait. C'est vrai. Voilà. Et tu sais déjà comment tu vas raconter ça ou non, pas J'ai encore. oh, Tu as j'ai déjà deux idées, là. des Ouais. idées. Ok. Et bon, j'ai envie qu'on parle un peu du volet qui te plaît pas, mais moi que je trouve intéressant. Là, tu dis que tu as su 8 projets. Non, et si on parlait d'abord de Chalonel? Chalonel, Ouais. comment le projet il arrive? Là, tu es juste producteur Ouais. dessus. Est-ce que c'est toi qui as l'idée et tu contactes le scénariste pour que vous l'écriviez? C'est quelqu'un qui vient vers toi et tu te dis ça va le faire, ça parle d'amour, d'un gars un peu bizarre qui passe son temps embrassé. Comment ce projet il arrive sur la table? Alors, Charles Ornel, au départ, c'est donc un bouquin de Ornella Vianney. Ok. Kofi, c'est ça? Mhm. Ouais, Kofi. En tout cas, Ornella Vianney. Qui a écrit un bouquin qui m'avait contacté il y a quelques années. Et on avait du mal à se capter. Voilà, on avait du mal à se capter parce que c'était une période où j'étais vraiment, vraiment busy. Il y a des périodes où tu l'es pas? Bonne question. Bonne remarque. Non, enfin, ouais, Mm. vraiment, c'était une période où c'était compliqué. Je crois qu'il a fait parvenir le livre que j'ai lu, que je trouvais intéressant. Et concomitamment, il y a Ephraim Oka, qui est ami avec elle, qui nous propose une adaptation du livre en série ou en long métrage. Il y a les deux propositions. Donc, au sein de Plan A, où à l'époque, dans mon équipe, j'ai Sonia Zen, qui est directrice de production en charge du développement aussi, qui est aussi scénariste. Donc, ça passe sous son filtre avec les équipes. Et voilà, on me propose les deux options. Et assez rapidement, on part sur l'option série, d'en faire une série, voilà, de partir sur une série. Donc, ils ont commencé à travailler un peu dessus. Après, Sonia avec Annick, avec qui on travaille à Plan A. Voilà, on repris ça, on en fait des scénarios aboutis comme on a vu là dans la série, quoi. Et non, c'est vraiment comme ça se fait. Hein. C'est que voilà, ils sont venus taper à la porte. Ils sont venus taper à la porte, ça nous a plu, on a développé. Et puis Donc ça voilà. veut dire qu'on peut venir taper à la porte de Plan Bien à sûr. n'importe quel. Maintenant, Ouais, comment. n'importe quelle heure. Non, pas n'importe quel. Je veux dire n'importe qui peut. Enfin, n'importe Ouais, quelle personne peut qui soumissionner un peut projet. soumissionner. Bien sûr, Comment on on en reçoit choisit? tous les jours, en fait. C'est vrai? Oui. Ok. Et comment on choisit la réalisatrice? Est-ce que c'est après Isabelle? On se dit ça serait la bonne ou c'est parce que. Alors, c'est marrant parce que Kismat, Oui, qui se met comment tu- Kismat, je l'ai connu, je crois, en 2020. Ouais, je crois en 2020 par Abdoulaziz Diallo, Mhm. chauffeur opérateur que tu as dû recevoir, qui me dit ouais, qu'il connaît une petite sœur, une jeune réalisatrice qui a fait des écoles de cinéma et qui fait aussi un festival. Au Bénin. Festival au Bénin, tout ça, donc qui aimerait rentrer en contact avec toi, qui n'ose pas. Je dis non, vas-y, dis-lui, il n'y a pas de problème. Donc, bref, elle m'invite à son festival. J'y vais, je rencontre une jeune femme formidable, voilà, une passionnée, quelqu'un avec un cœur énorme, etc. Et douée, surtout douée, qui me montre des courts-métrages d'école qu'elle avait fait. Et franchement, enfin, je peux te dire que il n'y a pas de différence avec certaines productions professionnelles, quoi. Donc, voilà. Donc, je vois que la nana, enfin, elle connaît le métier. Mm. Elle connaît le métier, elle en a dans la tête, etc., quoi. Et elle est agréable parce que je pense que c'est bien aussi qu'on essaye de changer l'image qu'on entend, en tout cas dans notre milieu, là, que les réalisateurs sont des tyrans, parlent mal aux gens, que les plateaux sont des choses stressantes ou quoi. Enfin, voilà, bon. C'est des choses qu'on entend beaucoup. Moi, c'est pas ma politique, en tout cas, et je vois Kismat, qui est quelqu'un qui est vraiment dans le partage, dans le don et dans l'expression.
Donc, assez rapidement, enfin, on reste en contact et j'apprends qu'effectivement, qu'elle vient tourner Isabelle. Et j'ai dit, ah, ben, très bien, au moins tu commences pas par moi, tu commences sur notre Comme ça, tu prod peux et tout. voir. Ouais, voilà, comment ça se passe. Et voilà. Et en fait, très, très naturellement, enfin, comme je t'ai dit, moi, dans ma tête, je savais que j'allais faire quelque chose avec elle. Mais tu savais pas Avant encore même quoi. Isabelle. Ouais. Parce que quand je la rencontre, que je vois ses courts-métrages, je l'ai spoté, quoi. Donc, ouais, donc naturellement, vraiment, quand on arrive sur Charles Ornel, on parle d'avoir une sensibilité féminine pour la réalisation. Ok. Parce que déjà, ça vient d'un bouquin d'une nana. Mhm. Et en plus, moi, je trouve toujours intéressant les contre-pieds. C'est-à-dire qu'un homme, une série qui va parler d'un homme, un womanizer, Ouais, ça allait tout très. ce que tu veux, je pense que c'est toujours plus intéressant de laisser une femme en parler, en fait. Voilà. Et donc, voilà. Donc, vraiment, pour nous, c'était assez clair qu'on proposait avec Ismat, sans vraiment aucune hésitation et doute, quoi. Mm. Et voilà, enfin, ça. Ah, bah, bien sûr, ça a bien. Et du coup, il y a une saison 2, ça? On en discute. Voilà. Alex, il y a une saison 2, mais on veut saison 2. On a le droit, on a le droit de se dire on veut une saison. Ça ne peut pas finir. Il faut qu'elle accouche à un moment. On veut voir le. Bref. Donc, ok, mais. Non, mais enfin, a priori, il y aura une saison 2, bien sûr. Mais on en discute. Mais la saison 2, en fait, le livre, c'est une partie du livre que vous avez utilisé ou c'est vraiment tout le livre qui a Non, été c'est pas tout le traduit? livre, c'est une partie. C'est une partie, donc, ok. C'est une adaptation libre, hein, et je veux dire, on peut, Imaginer la suite, tout ça. oui, on peut imaginer la suite et la suite peut non plus ne pas être totalement dans le livre, hein, Ouais. en fait. Et c'est pas les seuls projets que tu produis. Il y a eu aussi La Dernière Voix Ouais. et d'autres qui arrivent, je suppose. Comment est-ce que tu choisis les... Bon, Kisma, tu m'as dit que elle, tu l'as vu, tu savais. Comment est-ce que tu choisis... parce que je suppose que c'est pas toujours le réalisateur qui vient avec son projet. Il y a des Non. fois, voilà. Comment est-ce que tu décides que tel projet irait à telle personne? Comment est-ce que tu fais ce choix? Ce sont tes équipes plutôt qui vont réfléchir? Ah non, ça c'est... Bah, déjà, au final, c'est c'est un choix qui appartient au producteur. Bien sûr. Mais moi, au sein du plan A, j'essaie un maximum de travailler en concertation. Ok. C'est-à-dire vraiment que tout le monde puisse donner son avis, son point de vue. Au début, je poussais même le bouchon très loin sur le fait que je demandais à tout le monde de lire les projets qu'on recevait. Et que quand on était en réunion hebdomadaire, là, que chacun s'exprime sur ce qu'il a lu, pour pas que j'ai à faire des choix de projets que j'emmène dans ma boîte, donc sur lesquels mon personnel va travailler à contre-cœur, par exemple, tu vois. Et que j'estime que, en tout cas, je pense avoir mis au sein de Plan A un esprit de start-up, donc où quelque part on casse les murs, quoi. Voilà, on casse les murs, on casse les rôles stricto sensu de chacun. C'était quoi ta question? Comment tu choisis Les réalisateurs. le réalisateur pour tel ou tel Non, projet? ben après, c'est la sensibilité que tu vas avoir, que tu vas sentir à la lecture sur un projet en particulier, tu vois, et de connaître certains, de te dire, oui, je pense que lui donnera bien dessus, lui peut nous apporter quelque chose dessus, quoi. C'est comme ça. Enfin, c'est un échange, hein, c'est un échange avec mes collaborateurs. Et voilà, après, je prends la décision, quoi. Après, tu as parlé de l'importance pour toi de bosser avec des locaux. Il y a certains projets de toi où j'ai vu certains noms, je me suis dit, vu comment ils avaient plein de casseroles, comment Alex a pu bosser avec. Est-ce que pour tes équipes en général, donc en dehors du réalisateur, ça va être vraiment toi qui vas choisir ou bien pour les postes clés, tu choisis et chacun va monter son équipe? Donc, par exemple, tu vas choisir Aziz, qui est le directeur photo. Est-ce que c'est Aziz qui va ramener son équipe et tu n'as pas de regard dessus parce que c'est l'équipe d'Aziz ou tu vas quand même regarder tout ça? Parce que pour toi, tu tiens à ce que tous ceux qui bossent sur ton projet aient comment dire, une image assez clean et une éthique de travail. Alors, ta question est très intéressante sur la deuxième partie, si je peux me permettre. D'abord, la constitution des équipes. Oui, à plan A, on choisit les chefs de poste. On va choisir les chefs de poste et on va permettre aux chefs de poste de constituer leur équipe. Okay. Pour moi, c'est la meilleure manière de procéder pour la simple et bonne raison que il faut que le chef de poste se sente à l'aise avec son équipe, en fait. Il ne faut pas lui imposer des gens avec qui il n'a jamais travaillé ou n'a pas envie de travailler, etc. Donc, pour moi, la meilleure manière, c'est, OK, tu es chef de poste, propose-nous les noms des gens qui vont t'accompagner. Donc, s'il n'y a pas de souci particulier,
Enfin, voilà, quoi. Je pense que c'est la meilleure manière de faire, en fait, plutôt que d'imposer. Donc, il y a ça. Et ensuite, tu me disais par rapport Bah, l'éthique, parce à qu'il l'éthique. peut monter son équipe et on est tous sur les réseaux sociaux. On sait comment certaines personnes du cinéma voilà, se comportent. Donc, il monte son équipe et ça va être signé quand même à ton film. Ça va être, Oui, bien la sûr. personne, son nom Bien sûr. sera quand même. Et dans ce genre de cas-là, qu'est-ce que toi tu fais? Si tu es en train de me parler de quelqu'un qui fait des sorties sur les réseaux, donne son avis sur le milieu, sur le machin, enfin, c'est son avis. Enfin, Ok, je veux dire, d'accord. enfin, ce n'est pas répréhensible. Ok. Après, si tu me parles d'autres choses, fais des choses de mauvaise attitude qui peuvent être même répréhensibles, je parle au terme de la loi. Hein. Oui, bien sûr. Ben non, enfin, Dans ce- bien sûr que non. Ok, d'accord. Bien sûr que j'accepte pas dans mon équipe, en fait. D'accord, ok. Moi, j'ai envie de maintenant te parler du côté un peu perso, parce que là, tu disais que cette année, tu es sur 8 projets. 8 projets, donc 2 en tant que réalisateur, les autres en tant que producteur. Et producteur, bah, ça demande aussi tout le travail que ça demande. Est-ce qu'il y a des moments où tu as du temps pour toi et pour tes enfants? Parce que maintenant, tu en as 2 qui ne sont pas très grands. Est-ce que tu as du temps déjà pour toi? Et dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Et pour les enfants, comment tu gères? Alors, bon, ça, c'est un sujet un peu sensible parce que j'adore mes enfants, je suis extrêmement fier de les avoir. Plus ta fille devient actrice aussi, tout ça? Ma fille Tu vas être apparaît. agent d'acteur. Alors, ma fille apparaît, voilà, elle est apparue dans des choses de sa maman. Non, c'est pas. Bon, vraiment, en termes de timing, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. J'ai vraiment pas beaucoup de disponibilité. J'essaye de m'organiser au mieux. Et en tout cas, j'ai pris certaines résolutions ou décisions il y a peu, en tout cas, des changements pour essayer d'être plus présent pour mes enfants. Euh, voilà. Enfin, on va dire que c'est voilà, c'est un domaine dans lequel, en tout cas personnellement, de mon point de vue à moi, je ne sais pas si les mamans de mes enfants pensent la même chose, mais de mon point de vue à moi, c'est je peux faire mieux et je veux faire mieux, voilà, en termes de présence. Voilà. Mais et si on parlait de santé mentale, vu que c'est un sujet qui t'intéresse, tu travailles beaucoup, tu n'as pas le temps pour tes enfants. Est-ce que tu as du temps pour toi? Et mentalement, est-ce que ça va? C'est-à-dire, je me dis souvent quand on sort de projet, même comme Invisible ou Cacao, où tu es dans la bourse, bah, d'abord tu te dépayses parce que tu vas aller vivre. Tu sors de ton confort, tu restes 5 mois à tourner avec des gens que tu connais pas et tu reviens. Je me dis mentalement, on peut avoir cette charge-là. Comment toi, tu te décharges des tiennes? La chance que j'ai, c'est que je suis tout le temps en mouvement. Ok. Ce que je veux dire, c'est que quand je suis sur un projet, j'en prépare déjà un autre, en fait. Un projet en chasse un autre, en fait. Ok. Qui fait que, avec l'habitude, en tout cas, avec l'habitude, j'ai appris à un peu fonctionner comme un sprinter. Mhm. Notre métier demande à la fois d'être sprinter et d'être marathonien. Je m'explique. Pendant le projet, tu es marathonien. Parce que le projet, il est long, il faut tenir le coup physiquement, il faut tenir le coup pendant tous ces mois-là, etc. Et en même temps, tu es sprinter parce que tu ne vas pas forcément aller vite, mais tu es sprinter parce qu'il faut considérer que, paradoxalement, le temps long où tu fais cette production, tu dois le ramener dans ta tête à la durée courte que fait un sprinter. Ok. Pour que, quand ça s'est terminé, là, l'autre que tu es en train de préparer, tu puisses basculer dessus rapidement, en fait. Tu puisses switcher dans ta tête, en fait. J'ai pris la peine de donner ces deux lignes parce que ça ne veut pas dire que pendant que tu fais le projet, tu le fais à la va-vite. C'est là où tu es marathonien, c'est-à-dire tu prends ton temps pour faire le projet, tu es à fond dedans. C'est le même investissement humain dans ta tête. Mais il faut savoir, à un moment donné, quand il est terminé, pouvoir switcher sur autre chose pour pas être trop enfermé dans quelque chose. En fait. Oui, mais moi, je parle surtout de toi. À quel moment tu fais une pause, et mentalement et physiquement? Parce que
bah, on entend burn-out et tout et tout. On peut pas enchaîner. Je pense que tu es humain. Enfin, je crois, j'espère. Je crois Donc, aussi. il y a un moment, il y a une pause qui doit se mettre en ces projets parce que 5 mois, 5 mois, 5 mois, 5 mois, à quel moment toi, tu te dis, pff, je souffle et que mentalement aussi, tu souffles et que physiquement, tu souffles? Il faut que j'arrive à trouver le temps. Non, pour l'instant, non, tu n'as pas encore trouvé ce temps. C'est pour ça que... J'arrive pas à trouver j'ai pas encore réussi à trouver l'équilibre de ça, en fait, mais je vais le trouver. C'est pour ça que parler de santé mentale, c'est important, là, ou c'est parce que non, tu as remarqué Non. qu'autour de toi... Ah non, mais j'essaie de... Ah non, Non. non, la santé, non, la santé mentale, tu sais, je t'ai dit, moi, j'ai fait sociologie, anthropologie. Ok. Voilà, c'est-à-dire que je suis très intéressé par les mécanismes de pensée, les mécanismes voilà, les mécanismes de pensée et comment l'humain deal avec les sentiments, pour parler crûment, un peu comme ça. La santé mentale, de base, tu vois, je vais te donner un autre exemple. Quand je viens que je fais Invisible, Mhm. essaie de te rappeler à l'époque, hein, quand je fais Invisible, j'entends beaucoup dire, mais, on pense que tu vis là, mais tu vis pas là. Enfin, c'est quelqu'un de l'extérieur qui est venu faire ça, mais ça touche tellement justement nos problématiques. Enfin, comment tu as pu avoir cette acuité, quoi, tu vois, que ce soit vraiment autant juste alors que tu vis pas là. C'est l'observation humaine, l'intérêt de l'humain qui me pousse, en fait. Ok. C'est vraiment l'intérêt de l'humain qui me pousse. Et ce que je disais souvent, c'était, je pense que nos réalisateurs localement n'ont pas abordé une série comme Invisible, peut-être pour la raison que culturellement, on ne laisse pas la parole aux enfants dans nos cultures. On ne laisse pas la parole aux enfants. On minimise la parole de quelqu'un qui, même plus hiérarchiquement, ou même plus jeune que soi, etc. Donc, on ne se rend pas compte à quel point ça crée des choses, des mécanismes qui nous empêchent d'avancer, en fait. Ok. Qui empêchent globalement les gens d'avancer, individuellement aussi. Tu prends ça, même dire je t'aime, même s'attraper la main dans la rue, on est un peu... Bien sûr. Ça, c'est le bon côté des choses. Le mauvais côté des choses, c'est tu vas pas bien et que tu ne puisses pas dire à quelqu'un je vais pas bien. Toi, tu arrives à le dire quand tu vas pas bien? Je sais que j'ai plus de facilité à le dire que certains parce que c'est comme ça, parce que Ok. j'ai grandi Et en tu es un Occident. blanc, comme on dit. Si on veut, si on veut. Mais tu sais, enfin, j'entendais ça souvent. Oui, oui, bien sûr. Et je vais Oui, répéter. ils nous Hein. disent ça tous. Ouais, et je vais répéter que si être blanc, c'est être émancipé, assumer sa parole, assumer ses idées, oui, je suis blanc, il n'y a pas de problème. Je revendique ça et je voudrais même que tous les Africains Sois soient blanc. blancs dans cet état d'esprit-là. Je vais te poser 2 dernières questions avant qu'on boucle. La question de la formation, ici, où beaucoup estiment que voilà, sur le terrain, on peut tout savoir. Toi, de ce que tu as expliqué, tu étais déjà plus ou moins dans le métier quand tu décides d'aller te former. Ah ouais, tout à D'aller fait. te former. Est-ce que pour toi, c'est parce que en fait, on n'apprend pas tout sur les terrains, finalement, et que les bancs, c'est important, Tout ou à fait. bien... Les voilà, deux sont importants. Donc, tous ceux qui sont enfin, sans indexer personne, il y a des gens qui sont dans le milieu depuis 10-15 ans qui estiment que voilà, ils savent tout parce qu'ils voilà, ils sont dedans. Je sais pas comment tourner sans que voilà, on me tombe dessus, mais tu vois ce que je veux dire. Très Voilà, bien. à quel moment la formation, on doit se dire c'est le moment de se former parce que je reste convaincue comme toi que la formation sur les bancs, on apprend des choses qu'on n'apprendra jamais sur le terrain. C'est clair. Alors, déjà, tu sais, moi, le premier constat que j'ai fait, au-delà des compétences techniques des techniciens, le premier constat que j'ai fait, c'est un manque de culture générale. Un manque de culture générale. Culture générale dans notre domaine, dans le domaine du cinéma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas moi qui ai inventé, hein, je veux dire, il y a l'histoire du cinéma qui n'est pas que américaine, qui n'est pas que française, qui n'est pas que ivoirienne, etc. Le cinéma est né quelque part, des gens ont fait des choses qui font que nous, on est là aujourd'hui.
des œuvres ont marqué l'histoire, continueront ad vitam de marquer l'histoire parce qu'elles sont formatrices de ce que c'est du montage, ce que c'est du jeu, ce que c'est du rythme, ce que c'est de la réalisation, etc., etc. Quand on se met tous d'accord pour dire qu'il y a une œuvre qui transcende, on est tous d'accord pour ça. Donc, je pense que déjà, il faut regarder des œuvres. Il faut regarder des œuvres pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, en fait. Les exemples, ça se regarde. Bien sûr. Je veux dire, pour prendre un exemple sur quelqu'un, il faut regarder, en fait. Donc, déjà, rien que ça, avoir une culture générale. Donc, ceux qui disent je ne regarde pas, là, déjà, pour toi, c'est pas. Moi, il y a un problème. Ok. Moi, il y a un problème. Et comme je t'ai dit dans mon parcours, j'ai commencé à l'âge de 13 ans à regarder des films, à regarder comment ça s'appelle, de Hitchcock, de Orson Welles, de Spielberg, du Scorsese, etc. Et après, à regarder plus tard, à regarder le cinéma italien, le cinéma russe, etc. Tu vois, je vais prendre l'exemple d'un réalisateur plus contemporain qui sera plus facile à être cité en exemple par des réalisateurs contemporains. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, c'est un réalisateur contemporain. Je pense que tu vas demander à beaucoup de gens dans le milieu, ils peuvent te citer le nom de Tarantino, le nom de Tarantino. Mais est-ce qu'ils savent que l'essence du cinéma de Tarantino, c'est l'essence d'un cinéphile de dingue, de quelqu'un qui a bouffé des films, à regarder, décortiquer des films avant de commencer à prendre la caméra. Et bien sûr, quand tu regardes ces films, il y a plein de... Nous, on le sait, mais je ne suis pas certain que nos gens dans le milieu à qui je peux reprocher de ne pas avoir une culture générale assez conséquente, ils ne savent pas ça. Ok. Alors, tu peux l'avoir lu, ouais, que Tarantino, il est influencé par d'autres. Mais va regarder les films qu'il a influencés. C'est ça qui manque, en fait. Il manque les films d'origine, les classiques. Il faut regarder les classiques, en fait. Donc, manque de curiosité, au-delà même de la formation. Pour moi, c'est un manque de curiosité. Et pour moi, le manque de curiosité trahit la passion. Okay. Quand tu es passionné, tu es curieux par essence de quelque chose, de ta passion. C'est pas un travail, tu es passionné par quelque chose, donc tu t'intéresses à tout ce qu'il y a autour de la chose, en fait. Donc pour moi, les gens qui sont pas assez curieux, là, ça trahit leur manque de passion pour leur métier, en fait. Donc tous nos gros passionnés qui sont pas... Ok, c'est bien. On va couper cette partie à faire tourner sur YouTube. Et là, ça, c'est la question que j'aime poser. C'est que si là, un jeune, je sais pas moi, de 16 ans, tu as 16 ans, non, 17 ans, quand tu as eu ton premier, voilà, 17 ans, vient te voir et dit, je veux faire du cinéma. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je vais lui demander, pour toi, c'est quoi le cinéma? Il te définit le cinéma. Ben, selon ce qu'il va me dire pour définir, ma réponse va être orientée. Et si, dernière question, si là, aujourd'hui, on te demandait de choisir entre producteur, réalisateur et acteur, est-ce que tu serais capable de choisir aujourd'hui, toi, tu ne te vois pas sans ces 3 casquettes? Ah, je ne me vois pas sans ces 3 casquettes, de 1. Mais bon, jouant le jeu, si il ne devait qu'en rester qu'un, qu'une, en tout cas qu'une seule casquette, je pense que ce serait celle du producteur. Ok. Pourquoi? Parce que tu gères mieux toute la chaîne? C'est toi qui décides? Tu vois, c'est marrant. Non, parce que c'est toi le boss, je sais pas. Non, en fait, si je ne devais garder qu'un seul métier, ce serait producteur, pas parce que je suis le boss. Parce que c'est l'endroit où tu peux initier, donc donner des idées et faire travailler des scénaristes. C'est l'endroit où tu peux faire travailler, donc tu embauches les gens. Et c'est l'endroit où tu es responsable. Ok. Légalement, juridiquement, etc. Ok. Voilà. Écoute, moi, j'espère que tu vas garder les 3. J'espère que je vais te voir sur grand écran. J'espère que tu vas continuer à faire de belles séries. J'espère voir cette histoire d'amour-là parce que j'aimerais trop. Et puis, en fait, j'ai hâte de voir Cacao 2, Charles Onel 2. On veut voir. Ça viendra. Je te souhaite plein de succès. Et vraiment, je te dis merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je suis contente de connaître enfin ton parcours parce que j'espère que en fait, ceux qui vont regarder la vidéo vont comprendre ton histoire parce que je pense qu'on est ce qu'on est parce par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et je pense que
Ouais, je comprends la sensibilité, ton côté un peu... Parce que je t'ai vu un peu dans la vie perso avec tes enfants, comment tu peux être très... voilà, je comprends mieux. Et vraiment, merci d'être passé. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ouais, c'est